Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors-jeu Capital, semaine de trêve internationale, donc pas de match à décrypter, mais on a choisi un thème particulier cette semaine, la formation en Ile-de-France, vous nous le réclamiez, et on en avait déjà parlé avec Yacine Limous dans l'ancien podcast, on avait dit qu'on vous préparerait ça. C'est un sujet vaste et complexe, mais on va essayer cette semaine de le décrypter et de le vulgariser au maximum pour être très compréhensible. Avant de vous présenter le programme, je vais vous présenter d'abord mes invités pour parler de ce sujet passionnant. Tout d'abord, Yacine Amned, évidemment, mon fidèle partenaire sur les podcasts, qui est là pour m'accompagner aujourd'hui. Ça va, Yacine? Salut à tous, ouais, ça va, merci. Bon, j'ai vu que tu avais fait une émission hier au Club des 5, rétro, sur Ouais, l'Euro 2000. Je pense que ça a dû ouais. passionner les plus, bon, pas moi, je suis peut-être pas concerné, mais les plus vieux des auditeurs Ah de. non, on se calme, hein, on n'est pas non plus si vieux, quoi. Moi, par C'est la moi, par culture. exemple, Thibaut, j'avais 7 ans, tu vois, donc c'est un peu loin. J'ai revu les vidéos, etc., les matchs, mais voilà, en étant un peu loin, un peu éloigné de l'Euro 2000. Euh, Notre deuxième invité aujourd'hui pour le podcast, c'est un pur produit de la formation parisienne, donc il va nous être très utile pour discuter de tous ces sujets aujourd'hui. Un enfant du PSG. Il est arrivé au club à l'âge de 9 ans en 1992 pour rester durant 14 années défenseur central de formation. Il signe son premier contrat professionnel avec le PSG en 2004 et dispute son premier match avec les pros à 21 ans. C'était le 21 août 2004 contre Toulouse avec Vahid Halilhodžić comme coach, vainqueur de la Coupe de France avec le PSG en 2006. C'est Jean-Michel Badiane qui est avec nous. Comment ça va, Jean-Michel? Très bien, salut à tous. Je sais pas si tu te souviens, ça fait à peu près un an, on avait fait un podcast, d'ailleurs, tu étais venu nous voir déjà. C'était le 10 octobre 2019, donc tu vois, pratiquement au jour près. On avait fait un podcast. Je réapparais tous les ans. Voilà, c'est ça, il fait une apparition annuelle, Jean-Michel. En tout cas, ça fait très plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui pour parler de ces sujets. Et enfin, notre dernier invité, il est journaliste et écrivain spécialisé dans le football, un petit éventail de ses œuvres. Le football à la française, sur la culture foot en France, si ça vous intéresse. Une biographie sur José Mourinho, le cas Mourinho, et aussi un livre sur le Paris Saint-Germain. Ici, c'est Paris, sorti en 2014 chez Solar Édition. C'est un livre vraiment qui explique aux supporters parisiens pourquoi ils sont autant attachés à leur club, où tu revisites l'histoire du PSG et décryptes son ADN. C'est Thibaut Leplat qui est avec nous. Comment ça va, Thibaut? Ça va bien, salut, bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir aussi que tu sois là parce que je t'ai vu sur beaucoup d'émissions que je fréquente aussi, notamment le Club des 5, mais je n'avais jamais eu l'occasion de dialoguer encore avec toi sur le foot. Donc ça me fait plaisir que tu sois avec nous sur le podcast aujourd'hui. Tu vas nous aider évidemment à parler de tous ces sujets. Toi, ton PSG, Thibaut, c'est plus celui des années 90 et la moustache d'Arthur Georges. On est d'accord. Ça commence à être désagréable. Comment c'est désagréable? Oui, oui, enfin, c'est celui que j'ai le plus suivi, c'est celui que j'ai connu en fait, oui, au sens où c'est celui qui m'a fait aimer le PSG. Et c'est à travers lui que j'ai ensuite aimé celui d'avant et celui de maintenant. Et dans ton livre, Ici c'est Paris, tu retraces un peu toutes les périodes historiques du club entre l'accession en Division 1, les larmes de Fontaine, Borelli qui embrasse la pelouse du Parc, la gestuelle de Fernandez, les exploits en Coupe d'Europe, toutes les époques du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est un bouquin qui à l'époque était une commande de la direction. Avant qu'il y ait une réflexion véritablement sur l'histoire du club où le QSI était arrivé depuis très peu de temps. Et c'était le moment où on reprochait beaucoup au PSG une perte d'identité. Et on disait, je crois que c'est aux alentours de 2011, 2012, on reprochait au club d'avoir perdu son identité avec le rachat de QSI. Et moi, du coup, en bon philosophe, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que l'identité d'un club? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les supporters? Est-ce que c'est les dirigeants? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est le stade? Et en fait, on te rend compte, en listant les uns après les autres, tu te rends compte que tous ces gens-là disparaissent. Mais le club demeure. Donc, qu'est-ce que c'est que l'identité d'un club? C'est d'abord, et la conclusion, c'est que c'est d'abord un langage, une mémoire commune. Et donc, ce bouquin-là avait tâché de fixer, en fait, quels sont les éléments communs à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Moi, à l'époque, je vivais à l'étranger, et quand je croisais des Parisiens, le premier truc dont on parlait, c'était le faux transfert de Ronaldo, c'était Arthur Georges, et c'était toujours des choses qui étaient soit des événements historiques, soit des matchs, ou même des choses qui n'avaient rien à voir avec le football, mais que tout supporter parisien, le mythe que partageaient tous les supporters parisiens. Voilà. C'est pour ça qu'il y a notamment un chapitre sur les joueurs qui n'ont jamais été transférés au PSG, mais qui font partie quand même de la mémoire commune du PSG, type Ronaldo, par exemple. Mais c'est intéressant que tu le dises parce qu'on a beaucoup de jeunes supporters du PSG. Donc, je vous invite à lire ce livre si vous voulez vraiment vous replonger dans l'histoire du PSG et connaître vraiment son histoire. Donc, Ici, c'est pareil, qui était sorti en 2014 chez Solar Édition. Ouais. On va passer donc au sujet de notre podcast, la formation
le recrutement en région parisienne. On va tout d'abord faire une première partie se concentrer sur les petits moyens clubs de la région parisienne, savoir comment se passe le recrutement en Ile-de-France, comment travaillent les clubs pour opérer les jeunes joueurs, les profils recherchés, le travail des éducateurs. Est-ce que le résultat est plus important que vraiment le travail d'une idée collective? Et ensuite, ça débouchera sur, on s'intéressera plus au PSG et son centre de formation, à savoir comment ça se passe évidemment dans le recrutement du Paris Saint-Germain, que ce soit en préformation ou en formation. Est-ce que le fait que le PSG ait souvent changé plusieurs fois de directeur de centre de formation ces dernières années n'aide pas dans la continuité à rendre son centre de formation performant et à tracer une vraie ligne directrice? D'autres sujets également sur, par exemple, la suppression de l'équipe réserve et savoir aussi, en se projetant sur l'avenir, est-ce que Leonardo est l'homme de la situation pour réformer et utiliser de manière intelligente le centre de formation? Mais on va donc commencer en première partie avec la formation en région parisienne. La région parisienne, avec ses 12 millions d'habitants, c'est une véritable mine d'or pour les recruteurs et entraîneurs de l'élite du football. Un marché très concurrentiel où les plus gros clubs européens envoient pratiquement des observateurs tous les week-ends. Yacine, je me tourne vers toi pour débuter ce podcast. Comment se passe vraiment le recrutement en Ile-de-France? Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, comment travaillent les clubs pour opérer les jeunes joueurs? On sait qu'il y a des petits clubs de région parisienne comme Bobigny, Bondy, qui ont fermé des joueurs comme Mbappé, Iconé, Corchia ou Joris Nagnon, qui me viennent, les Ulysse, pour se faire repérer. Ils veulent que leurs jeunes se fassent repérer par les moyens clubs, on va dire, les Lilas, Sarcelles, la CBB ou encore Montrouge. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a le recrutement chez les moyens clubs, on va dire, ou les petits clubs de la région parisienne. Le recrutement, il se fait quand on se rencontre, c'est-à-dire que sur un match, on repère un joueur contre qui on joue, qui nous intéresse. Et les clubs un peu plus visibles se débrouillent pour recruter ces joueurs. Donc tu l'as cité, mais Torcy, la CBB, Montrouge, en général, c'est le tremplin pour aller un peu plus haut. La deuxième chose, c'est que il y a une barrière, il y a une charnière, à savoir qu'avant, effectivement, les clubs jouaient. Il y avait un côté loisir qui était un peu plus important qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de clubs, et même les petits, se débrouillent pour essayer d'avoir un ou deux joueurs qui vont être repérés. Pour plein de raisons. La notoriété du club, l'image, à savoir que quand tu as un joueur qui est recruté par un club professionnel, rapidement ça se sait, donc automatiquement tu vas attirer d'autres joueurs. Et puis, malgré tout, il faut le dire, mais il y a aussi cette partie financière, à savoir qu'aujourd'hui, quand un joueur est transféré à l'étranger, il y a les fameux 5% d'indemnité FIFA qui reviennent dans les clubs formateurs au prorata des années passées. Et c'est devenu quelque chose d'important pour les clubs parce que quand un joueur est transféré à 20 ou 30 millions d'euros, rapidement, les petits clubs, même si tu as eu le joueur qu'un an, tu vas récupérer 100 000, 150 000 euros. Il faut savoir que c'est énorme dans un budget de petits clubs. Après, il y a beaucoup de choses à voir sur la façon de travailler, les éducateurs. Et effectivement, avec cette visibilité qui est recherchée, on est beaucoup moins dans le loisir déjà, mais aussi dans la formation. On est plus dans rapidement les résultats qui vont nous permettre d'être visibles. Et je pense que c'est un premier défaut en fait de l'idée de formation. C'est comme si on voulait qu'un enfant à l'école ait 20 tout le temps, tout de suite, et que je lui apprends pas grand-chose et que je me base que sur ce qu'il sait déjà. S'il est très bon en maths, je le laisse très bon en maths et il faut que je fasse tout pour qu'il réussisse dans les maths. Et dans le football, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on laisse un peu les joueurs dans leur zone de confort avec leur qualité et on essaye d'avoir des résultats rapidement pour soit le faire repérer. Et aussi aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'éducateur est en recherche aussi de cette notoriété ou de ce tremplin qui va lui permettre peut-être d'intégrer un club plus huppé, voire professionnel. Jean-Michel, est-ce que, de ce que me dit Yacine, est-ce qu'il y a un formatage en gros du recrutement des joueurs en Ile-de-France? Est-ce qu'on essaye un peu de faire vraiment du travail, pas de faire une idée collective dans les clubs, mais plutôt de former des joueurs individuellement pour qu'ils se fassent repérer et prendre dans des plus gros clubs, des clubs plus huppés, pardon. Et ce qui fait qu'en fait, on délaisse un peu le travail d'une philosophie, d'une volonté de jeu pour former des joueurs individuels. Oui, totalement. À mon sens, on a un vrai problème en ce qui concerne le développement du jeune joueur derrière, après, avec cette préformation ou même cette formation. Je rejoins totalement Yacine là-dessus parce que
Tu le vois, tu donnais des exemples tout à l'heure hein, de clubs comme Bondy où je vais souvent parce que j'ai quelques amitiés. On voit bien dans la relation des éducateurs, des joueurs ou même des parents de ces jeunes joueurs. C'est plus du tout les mêmes réactions, les mêmes retours qu'on peut avoir aujourd'hui. Le temps qui est si sacré, hein, parce que même en pro, on entend oui, j'ai manqué de temps. Le temps, on refuse de le prendre déjà. Derrière cette gestion des émotions qu'on ne maîtrise pas non plus, parce qu'on parle de la gestion des émotions sur un terrain de foot, mais sur toute la périphérie, elle est tout aussi importante, elle est très rarement maîtrisée. Il y avait ce problème de développement personnel. Quand Yacine faisait référence aux éducateurs, je le rejoins tout à fait, parce que l'éducateur est en recherche lui, de cette reconnaissance aussi, et quelque part de cette reconnaissance accélérée. Elle n'est pas tout à fait réelle, elle est accélérée, donc il se dit, moi si j'arrive à performer à travers les résultats de mon équipe, hein, même si le contenu on verra après, sur 1 an, sur 2 ans, je peux quelque part transformer aussi le parcours qui est le mien. Et quand je faisais référence tout à l'heure aux parents, les clubs qui font les choix hein, d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui une pépite, mais bon, encore une fois, il faut le définir ce mot pépite, hein, mais un joueur plus avancé au moment où on parle sur les autres, hein, que ce soit athlétiquement, techniquement, ou même parfois hein, sur cette gestion des émotions qui est si importante. Quand un joueur est amené à signer sur un club professionnel ou en tout cas un club plus structuré, tu as derrière tous les parents qui, eux, forcément, hein, sont amenés à y voir le cas de leur enfant. Et non pas le développement qui est à poursuivre sur X mois, sur X années, sur des paramètres bien précis de jeu qui vont t'amener à progresser, à devenir un joueur bien plus complet à terme. Mais eux, non, te le disent aujourd'hui clairement. Oui, vous êtes bien gentil avec nos discours, mais on ne sait pas de quoi est fait demain et ce qui est pris aujourd'hui ne sera peut-être plus à prendre demain. Ouais, c'est sûr que si on raisonne comme ça, on va bricoler et bricoler très très longtemps, quoi. Thibaut, en gros, de ce que résument Yacine et Jean-Michel, c'est que l'objectif des éducateurs, en tout cas de leur direction, c'est de faire repérer des gamins, les valoriser pour avoir des résultats et les revendre et avoir des joueurs un peu porte-drapeau pour dire regardez, on a formé tel joueur, vous pouvez nous confier vos joueurs, on arrivera à les faire performer et à les vendre pour qu'ils se développent et qu'ils atteignent des gros clubs. Ouais, alors le gros problème de la formation, c'est valable en football, mais je crois que c'est valable dans tout type d'élite. Et la question est de savoir si on forme d'abord des joueurs ou si on forme des hommes. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on les forme à devenir autonomes, à devenir des gens capables de prendre des décisions, de réfléchir? Est-ce qu'on forme des citoyens, en quelque sorte? Ou alors est-ce qu'on forme des futurs travailleurs, c'est-à-dire des futurs footballeurs professionnels? Tout l'enjeu de la pédagogie, d'une manière générale, et en particulier en matière de football, c'est d'arriver à distinguer de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un futur joueur ou on parle d'un futur homme, ou d'un homme en construction ou d'un joueur? Je dis homme évidemment au sens large. Il me semble que dans beaucoup de centres de formation français, en tout cas historiquement, je pense que c'est en train de changer, on a toujours privilégié le côté du joueur, du futur pro. Du futur, un peu comme si on faisait de la mécanique, en quelque sorte. Là, je te mets un carter de temps, là, je te mets un pot d'échappement, je te mets un pneu de temps. C'est pour ça qu'on a raisonné exclusivement par critères de qualité technique, en inventant tout un tas de systèmes d'évaluation, que ce soit la VO2 max à l'époque, ou alors tout un tas de systèmes, des tests Cooper, etc., 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 qui sont des tests athlétiques. Et c'est un peu comme si on faisait passer pour devenir, je sais pas, prof de philo, tu faisais des épreuves de tir à la corde. Tu évalues les gamins sur des critères qui n'ont rien à voir avec ce que tu leur demandes de faire en réalité. Et ça, c'est pas propre au football, hein, mais c'est propre au système administratif de construction d'élite. Donc ça, c'est un problème qui est le problème de se dire, est-ce qu'on fait des hommes ou est-ce qu'on fait de la mécanique, en quelque sorte, hein. Du coup, la question, c'est comment on fait maintenant. Est-ce que c'est possible d'allier les deux ensemble? Est-ce qu'on peut à la fois privilégier les intérêts économiques d'un club, vous dire d'un club moyen qui a effectivement intérêt à avoir quelques pépites, comme tu disais, pour faire rentrer de la trésorerie, rentrer de la renommée dans le club, et auquel cas développer les autres? Ou alors, est-ce qu'on raisonne sur une logique collective où on va former des gamins qui vont être autonomes, peut-être certains vont devenir professionnels, mais peut-être ils ne vont pas le devenir,
le club va peut-être végéter, il va pas être capable de se tirer vers le haut. Ça, c'est une vraie question et c'est un vrai problème. J'ai pas la réponse, mais j'ai simplement posé le problème. Il faut poser le problème comme ça. Est-ce qu'on forme des joueurs ou est-ce qu'on forme des hommes? C'est une bonne question, Yacine, et je viens sur ce terrain sur le profil des joueurs hein, vraiment qui sont formés en Ile-de-France. Alors, il y a plusieurs joueurs dont je citais les clubs tout à l'heure, hein, avec par exemple Bondy pour Mbappé, Iconé, Sébastien Corchia, Niagnon, les Ulysses avec Anthony Martial ou Patrice Evra, la CBB avec Guendouzi, Montrouge avec Ben Arfa, Dembaba, Timo Bakayoko, Torcy avec Pogba. Mais c'est vrai que la majorité des joueurs sont plutôt formatés. On veut des joueurs puissants, athlétiques, au détriment parfois de développer une intelligence de jeu ou de vouloir s'enfermer dans une case et de ne pas travailler un secteur sur lequel les joueurs sont plus forts, mais on veut les formater dans un profil de joueur, peut-être à la française, etc., au détriment de qualités qu'ils ont et qu'ils ne peuvent pas développer avec certains éducateurs. Alors, il y a deux problèmes là-dedans. Le premier sur ce que disait Thibaut sur l'homme, et en fait, effectivement, je pense qu'on est rapidement, les enfants ou les ados viennent un peu à l'entraînement comme on va au travail. Parce que justement, on est dans cette recherche de performance. Et après, ça, c'est le travail de l'éducateur, mais j'expliquerai après rapidement pourquoi l'éducateur est parfois aussi pris par l'engrenage du club et que c'est très dur d'avoir aussi des fois du recul là-dessus. La deuxième chose, c'est que plus que le côté athlétique, en fait, on a en France des préjugés sur les joueurs, à savoir que quand on veut chercher un joueur athlétique, bêtement, on va aller chercher un noir. Quand on veut chercher un joueur plutôt technique, un milieu de terrain qui va faire des différences par le dribble, bêtement, on va aller chercher un joueur maghrébin. Et en fait, c'est un peu comme si on considérait que, pour caricaturer encore une fois, c'est pas ma pensée, je le précise bien, c'est ce qui se dit en général et ce qui se fait. Comme si on pensait que le noir peut pas être technique, que le blanc, entre guillemets, peut pas être technique ou physique, que le maghrébin n'est que technique. Et on est dans ce schéma-là. Donc, et vous regardez la construction des équipes, c'est souvent comme ça. On a toujours un petit maghrébin au milieu qui est numéro 10, qui dribble, qui voilà. Et en fait, ça limite la vision des choses, la progression. Et ça, c'est un premier problème. Ensuite, on a tout ce côté individuel qu'on a répété souvent. Et c'est vrai que là, on rentre encore une fois dans ce que disait Thibaut. Quand un joueur est très fort à un certain âge, ça ne veut pas dire qu'il sera très fort après, mais en tout cas qui fait des différences et qui permet à l'équipe de gagner les matchs, en fait, on passe beaucoup de choses. Et dans le comportement, on y reviendra après aussi dans la formation au PSG, et ce qui fait que finalement, on donne des mauvais réflexes à l'enfant. Je prends souvent cet exemple, mais quand un enfant fait une crise de nerfs dans un magasin parce qu'il n'a pas le jouet qu'il veut, est-ce que c'est l'enfant qui est coupable? Ou est-ce que ce sont les parents qui l'ont trop gâté et qu'à un moment donné, quand ils lui disent non, l'enfant ne le comprend plus? Et en fait, c'est cette réflexion qui a mené sur la formation du joueur individuel, sur sa réflexion. Et la dernière chose, c'est ce que disait Thibaut aussi tout à l'heure sur la réflexion au jeu. Finalement, on a beaucoup d'éducateurs, je pense qu'on l'a vu autour des terrains, qui ont presque, comme je l'appelle souvent, la manette de PlayStation dans la main. Tiens, fais ça, non, regarde, donne-la là, etc. Et finalement, le joueur est télécommandé et il n'a jamais de réflexion sur le jeu. Donc en fait, il arrive avec un potentiel qu'on n'exploite jamais. On le laisse dans son style, dans sa zone de confort. Tant qu'il nous fait gagner les matchs, bah, tant mieux. Voilà. Et c'est limitant en fait, parce qu'on pourrait avoir des joueurs beaucoup mieux formés, beaucoup plus complets. Est-ce que Jean-Michel, tu partages cette analyse de Yacine, toi qui as été formé au Paris Saint-Germain, est-ce que tu l'as vu, vécu, entendu durant ta formation? Par rapport aux stéréotypes, tu parles? Ouais. Oui, même si moi, il a été tout contraire, mais au final, qui m'a pénalisé aussi, hein, même si j'ai eu la chance après de jouer en équipe première. Mais moi, au contraire du stéréotype du joueur noir, j'étais pas très costaud, je mettais pas beaucoup de coups, et j'avais tout l'inverse. Au final, on me disait ah, c'est étonnant, t'es pas très costaud pour un noir. Donc, je savais pas trop ce que ça voulait dire, parce que je pouvais les amener longtemps dans la région dont est issus mes parents. Ils n'allaient pas en voir beaucoup des costauds, même si ça existe de partout dans le monde. On s'étonnait aussi que je souhaite jouer, parce qu'à mon poste de défenseur central, j'étais plus celui qui aimait relancer que celui qui aimait mettre fin à certaines situations de jeu, hein, même s'il faut les deux. Hein. Mais moi, j'ai été sujet au contraire. Mais après, là où je rejoins totalement Yacine, c'est
tous les éducateurs se revendiquent ou en tout cas aspirent à devenir de bons managers dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et quand il disait que c'était très limitant, par exemple, lorsqu'on laisse passer certaines choses à un gamin qui te fait gagner tous les samedis, j'ai même envie de pousser la réflexion. C'est même pas que limitant pour l'éducateur ou pour le joueur en question, c'est limitant pour tout un vestiaire. Parce que, ou j'ai une perception sur le joueur que je suis, et moi j'estime que je suis aussi bon que celui à qui on a laissé passer beaucoup de choses, et je ne comprends pas qu'on ne me laisse pas passer les choses, parce que tu as aussi un gros problème de perception sur les jeunes joueurs qui se pensent meilleurs que ce qu'il n'est, ou alors qui manquent de confiance en soi, qui est meilleur que ce qu'ils pensent être. Donc tout ça, c'est quelque chose à réguler. Mais derrière, en termes de management, tu n'as pas un vestiaire qui accepte ça très longtemps. Même on le voit, même en pro. En pro, moi j'ai eu la chance de connaître dans les vestiaires des joueurs très importants, non pas avec de gros égos, parce que même le joueur moyen a un égo très important, mais à qui on laissait passer les choses, mais on ne laisse pas passer les choses 3-4 saisons. On laisse passer les choses une saison, on est content au mois de juin parce qu'on a gagné, mais après au mois d'août, tout le monde vient toquer à la porte du bureau du décideur parce qu'il veut être aussi sujet à ses passe-droits. C'est l'être humain qui est comme ça. Donc c'est vrai que c'est une vraie problématique. Et quand l'éducateur ou l'entraîneur, lui, est pris quelque part en otage par rapport aux décisions du club, à l'orientation du club, pour moi, déjà, rien que dans le recrutement et dans les idées mises en place au départ, on a un problème avant même d'arriver à l'étape du joueur. C'est vrai que Thibaut, en fait, les éducateurs sont un peu coincés parce qu'ils sont plus jugés sur leurs résultats. On leur laisse pas le temps. Ils ont une pression infernale par rapport au fait qu'ils doivent remporter des titres, que ce soit en Youth League ou Gambardella, etc., ou dans leurs championnats nationaux. Et au final, ils ont très peu de temps et donc ils n'ont pas le temps de mettre vraiment en place une philosophie. On leur dit, bah, si ça ne te convient pas, nous, on mettra quelqu'un d'autre à ta place. Et au final, il fera peut-être aussi mieux, voire mieux le travail que toi. Donc en fait, les éducateurs, peut-être qu'eux ont envie de développer les joueurs, mais n'ont pas le temps ni le pouvoir de faire, en fait. Oui, d'où le confort des préjugés. Les idées reçues permettent de mettre tout le monde d'accord. Alors on va dire ça en rigolant, on va dire ça avec d'autres formes, avec des litotes, on va dire oui, on va pas dire des noirs, on va dire des grands athlétiques, on va pas dire, mais quoi qu'il en vienne, on réduit le joueur à une caractéristique physiologique, une caractéristique technique, une caractéristique presque naturelle. Et ça, c'est de l'essentialisme et c'est une forme de racisme. Le racisme, c'est évidemment une bêtise, mais c'est surtout souvent le fruit d'une paresse intellectuelle. Un des problèmes qu'a connu, on se souvient de l'enquête de Mediapart pour mettre les pieds dans le plat, avec l'affaire de Westerlope, les critères ethniques qui étaient présentés n'étaient pas présentés pour classer les humains par ordre hiérarchique. C'était pas évidemment, on n'était pas au XVIIIe siècle, c'est pas le temps de l'esclavage, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est que ça a été fait en se disant, ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite, on va dire un Antillais, un Maghrébin, comme on le dit là en rigolant. Les Maghrébins ils sont un peu dribbleurs, les Noirs ils sont costauds, les Français ils sont entraîneurs, ou alors c'est eux qui mettent les buts parce qu'ils ont une intelligence de jeu. Voilà. On va dire un joueur intelligent, comme on l'a dit à la DTN, comme on le dit, et comme on le dit encore, et comme on le dit souvent, et sans être raciste, sans avoir des opinions racistes, sans voter Front National, beaucoup d'éducateurs, beaucoup de gens, beaucoup de parents, beaucoup de journalistes, énormément de gens dans le football utilisent ce vocabulaire. Donc le problème, c'est d'abord un problème de vocabulaire, et c'est pas juste un problème de mots, c'est un problème d'idées. C'est-à-dire que si on réduit le joueur à des caractéristiques physiologiques, à une pointe de vitesse, à un crochet, à une certaine manière d'interpréter un geste, on condamne le joueur à ne jamais progresser, on condamne le joueur à s'enfermer dans ses qualités techniques. On le voit, un exemple le plus connu actuellement, c'est Mbappé. C'est un exemple typique d'un joueur qui devient caricatural parce qu'il ne travaille qu'un seul point fort. Il ne travaille qu'un point fort. Et c'est ce qu'on fait dès les jeunes catégories, parce que c'est avec le point fort qu'on fait une carrière. Le problème, c'est qu'on fait une carrière, mais où et quel type de carrière? Moi, à mon sens, le problème, on en a déjà parlé ensemble, Yacine, pour moi, le problème est un problème de concept. C'est-à-dire qu'il faut d'abord envisager, pour être capable de voir le talent, pour être capable de voir la pépite en question, il faut déjà avoir le bon vocabulaire pour être capable de le voir. On ne saura jamais, par exemple, ce que c'est qu'une forêt si on ne sait pas ce que c'est qu'un arbre.
Voyez, on a besoin des concepts pour comprendre le réel. C'est pas d'abord il y a le réel, ensuite on invente des mots. C'est ça, c'est le problème du pragmatisme. On dit bah on est pragmatique, on appelle ça c'est un antillais. C'est quoi un antillais? Qu'on m'explique ce que c'est qu'un antillais. Qu'est-ce que c'est qu'un Africain? Est-ce que Pelé il est africain? Est-ce qu'Abedi Pelé il est africain aussi? Est-ce que c'est un grand noir? Est-ce que Lilian Thuram? Ça n'a aucun sens. On voit bien que ça n'a aucun sens. Pourtant c'est fait au nom du pragmatisme. Donc, ce qu'il faut faire, le premier travail à faire, c'est d'abord un travail de prendre le temps. Tu as dit très bien, c'est un des problèmes de la formation, c'est qu'on n'a pas forcément le temps, mais ça ne prend pas des mois. Hein. Prendre le temps de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire et quel est le langage qu'on va utiliser pour être capable de repérer des qualités qu'on n'aurait même pas vues si on n'avait pas les mots pour le dire. La capacité, par exemple, à se retourner, la capacité à interpréter une sortie de but. La capacité, je discutais avec Juan Malillo il y a 1 heure de ça. On parlait de Kevin De Bruyne. Cette capacité à sortir du tacle adverse. Vous voyez la finesse de l'analyse. Bon, ben voilà, Kevin De Bruyne, ça n'a rien à voir évidemment avec des caractéristiques physiologiques. C'est lié à la manière dont on a été formé, la manière de voir le jeu. Donc, juste pour résumer, il faut comprendre la paresse intellectuelle qui consiste à raisonner par préjugés. On la comprend, mais il faut aussi la combattre. Pourquoi? Pas pour des raisons uniquement morales, mais pour des raisons purement sportives. Parce qu'on est condamné à répéter toujours le même type de joueur, le même type de profil, et on voit ce qu'on a maintenant. On a des joueurs qui sont quasiment photocopiés les uns derrière les autres, les joueurs rapides qui font la différence sur la profondeur, parce que ça va plus vite à vendre. Tout le monde voit ce que c'est, mais ça fait les joueurs jetables. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ce que tu me disais, on en a déjà parlé, Yacine, c'est vrai qu'il y a souvent aussi dans le processus de recrutement, on fait des stages en gros où il y a 40, 50 joueurs comme un peu livrés comme du bétail, et puis on les laisse jouer ensemble, et puis on voit s'il y en a un qui sort un geste technique, s'il y en a un qui est imposant, qui fait peut-être 1 mètre de plus que les autres, et c'est ces joueurs-là qui se font repérer au détriment de certains qui vont mettre peut-être plus de temps, qui vont être stressés par une première, etc., qu'on va oublier, qu'on va délaisser, qui vont peut-être pas être gardés comme pour intégrer un centre de formation, que sais-je, et au final, voilà, c'est des joueurs qui vont être limite bloqués dans leur progression. Je te coupe juste Hugo pour te dire que c'est exactement ce qu'on dit quand tu dis il faut que tu te montres. Voilà. Ça, dans les recrutements. Il faut que tu te montres, il faut que je me montre, etc. Donc, on a une vision de la détection qui est faite sur des qualités purement individuelles. Il va falloir avoir des recruteurs très, très fins pour être capable de repérer des Griezmann, de repérer des joueurs qui sont au départ, qui n'ont pas de caractéristiques flamboyantes, qui n'ont pas de choses qui permettent de sortir du lot tout de suite, qui est souvent lié à un problème de croissance, qui n'est pas forcément lié à des caractéristiques techniques. Et du coup, on a intégré ça que dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'une détection, on le voit même quand l'équipe de France joue, il faut que je me montre, il va falloir que... Comment tu apprécies des joueurs qui sont des joueurs d'intelligence collective, d'intelligence de jeu, si tu rentres dans une logique de il faut que je me montre. Il faut absolument que je fasse des petits crochets, que je fasse des pointes de vitesse, etc. Voilà. C'était juste pour dire ça. Juste le vocabulaire, il a une importance. Il faut que je me montre. Non, mais c'est intéressant ce que Thibaut, c'est comme si on demandait à un Kamavinga, sa première, de marquer un but et de faire une passe d'ess, alors qu'il y a des joueurs qui expriment leur qualité sur leur match, etc. Il leur faut plus de temps que sur un match à dire. Puis chacun a un caractère différent et ne peut pas exprimer ses capacités ou ses qualités en un seul match ou sur 15 minutes. Yacine. En fait, le problème, il vient déjà des scouts, ce qu'on appelle aujourd'hui les scouts, les recruteurs, parce qu'en fait, il y a une course à dénicher le joueur. Donc, il faut voir plein de matchs. Donc, on passe 15 minutes par-ci, 20 minutes par-là, et en 20 minutes, qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est la caractéristique la plus impressionnante, c'est-à-dire le joueur qui est capable d'éliminer 3 joueurs sur 1 mètre carré, ou le joueur qui va très vite et qui marque 2 buts en 10 minutes. Donc, c'est le problème. Regardez un joueur qui se déplace très bien, qui s'oriente très bien, qui propose des solutions, mais qui ne reçoit pas le ballon, par exemple parce que le joueur qui est à sa gauche est un joueur qui joue tout seul, personnel comme on dirait à l'époque. Mais moi, je le vois, ce joueur, je me dis, tiens, il est souvent bien placé, il n'a pas le ballon parce qu'on ne lui donne pas, mais par contre, il est toujours au bon endroit, il propose toujours une solution, il est toujours bien orienté. Voilà. Ça demande du temps. Et c'est malheureusement pas sur 15 minutes que tu vois ça. C'est quand tu regardes un match entier, que tu viens 2 ou 3 fois. Et il faut avoir aussi une sensibilité malgré tout. On le voit aujourd'hui, il y a quand même énormément de gens de tous les horizons qui se décrètent scout parce qu'ils ont vu 12 matchs, qu'ils ont parlé avec 2 entraîneurs et ils se disent aujourd'hui je vais faire scout.
Qui ont joué à Football Manager un peu et qui ont. Voilà. Non, mais c'est ça. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces gens-là, il suffit qu'ils aient une ou deux connaissances, ils présentent des joueurs et après, d'un coup, ils se décrètent scout. Voilà, je repère des joueurs. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui la réalité du terrain parce qu'il faut faire vite. Alors, il faut faire vite aussi parce qu'il y a de la concurrence, notamment en région parisienne. Il y a tous les clubs français qui travaillent sur la région parisienne, mais aujourd'hui, il y a même les clubs étrangers qui viennent voir sur la région parisienne. Parce que je rappelle que c'est avec Sao Paulo, un des deux plus gros bassins au monde de joueurs. Alors une année c'est Sao Paulo qui est devant, une année c'est la région parisienne, mais en tout cas c'est le plus gros bassin au monde aujourd'hui qui produit le plus de footballeurs. Donc voilà, et en fait on est dans cette course-là, on n'a pas de réflexion sur le potentiel du joueur, parce que finalement c'est ça aussi qui montre des choses. Alors c'est difficile à déceler un potentiel de joueur. Mais voilà, donc on prend ces joueurs-là qui ont des grosses caractéristiques, on les envoie 2 jours en stage dans le club qui les veut, et puis on leur dit, bah, allez, c'est parti, on fait des matchs. Alors effectivement, le joueur qui est un peu plus timide, il va avoir du mal à s'imposer, et puis tu as toujours les mecs un peu plus arrogants, entre guillemets, qui prennent le ballon, qui dribblent. Bah oui, sur 2 jours, c'est lui qui va sortir. Alors est-ce que c'est vraiment lui le meilleur? Est-ce que c'est lui qui a la plus grosse marge de progression? Est-ce que c'est lui qui va t'apporter le plus dans le futur? J'ai pas de réponse, mais en tout cas, c'est lui qui va ressortir ce jour-là. Et on va se passer d'un joueur peut-être plus intelligent, avec une belle marge de progression, parce que ce 2 jours-là, il a été un peu mangé par l'événement, parce qu'il a besoin aussi d'avoir des automatismes avec d'autres joueurs. Voilà, une défense centrale, je pense que Jean-Michel ne me contredira pas. Un joueur, il est capable de bien défendre, mais l'entente entre les deux, c'est ce qui va donner la solidité à ton équipe. C'est pas qu'un joueur qui est très fort. Et si ce joueur-là, il n'a pas tout de suite ses automatismes, effectivement, tu vas te dire, ah ouais, c'est pas terrible. Mais finalement, sur la durée, ce sera peut-être lui qui sera plus intéressant que les autres. Jean-Michel, tu veux réagir sur ce que disait Yacine? Je voulais te lancer sur autre chose, mais vas-y, si tu veux réagir déjà sur ce qui a été dit. Oui, c'était vrai. Déjà, j'avais un constat, parce qu'on parlait tout à l'heure des clubs et des éducateurs qui n'avaient pas le temps. Il ne faut pas oublier aussi de mentionner que beaucoup ne veulent pas le prendre aussi. Comme on se le disait en début d'émission, dans le développement, dans le formatage des joueurs que tu vois aujourd'hui, ça arrange beaucoup d'éducateurs aussi, où le temps a bon dos. Heureusement, pas tous. Donc, c'est ce qui nous donne aussi l'espoir, et encore faut-il qu'ils puissent être sujet à certaines fonctions à un moment donné. C'est ce qui va aussi conditionner notre prochain football, le football qu'on cherche à construire pour les prochaines années. Et oui, j'entendais Yacine parler de réflexion, je le rejoins là-dessus, et j'irai même plus loin, je parle même de projection de club. On parlait de scout aujourd'hui, que ce soit les Français ou les étrangers. Moi, je suis toujours assez effaré quand je vois sur une quinzaine, une vingtaine de scouts qui est totalement à 1 ou 2 noms près, les mêmes listes de joueurs sur lesquels ils sont. Ça n'est pas possible. À partir du moment où on a tous une idée directrice ou ce qu'on pense définir comme une identité de jeu pour son club, on ne peut pas avoir 15 ou 20 noms identiques. C'est aussi pour ça qu'on a quelque part le football qu'on décrit un petit peu comme étant pas celui qu'on souhaite voir, où il n'y a pas un travail de la part des scouts, parce que c'est aussi eux, c'est leur métier, ou du club. Parce que moi, quand j'envoie quelqu'un quelque part, c'est un peu pareil dans ma boîte. Si j'envoie quelqu'un sur un marché, je dois lui dire exactement le genre de profil que je souhaite, pour quelle raison, dans quel espace-temps. C'est aussi très important. Je ne peux pas me contenter de lui dire, écoute-moi, on veut faire prospérer la boîte, il me faut 20 employés, et puis il va à la pêche. Il va me ramener tout et n'importe quoi. Et je ne pourrais même pas considérer que c'est n'importe quoi, parce qu'en tant que tel, il aura validé ce qu'on lui a demandé de faire, à savoir ramener un élément qu'il juge bon au moment où il le voit. Et puis derrière, oui, il y a cette notion aussi de travail. Quand Yacine faisait référence à un profil que tu vas voir sur un match 3, 4, 10 fois, 15 fois, pour aller voir ce que les autres n'ont pas vu, tout ça fait appel à la sensibilité déjà football que tu peux avoir, et puis à ta notion de travail. On n'a pas tous la même, et heureusement, parfois malheureusement, mais tu ne peux pas avoir un avis définitif, ou sur un bon joueur que tu juges mauvais, ou inversement, en une rencontre. T'imagines si on scelle ton avenir, parce que quelque part, quand tu juges aujourd'hui, ou on a été jugé plus jeune, tout le monde a été jugé, peu importe le corps de métier, t'as pas envie que quelqu'un vienne
valider ça t'arrange, hein, mais viennent quelque part crucifier ton avenir sur une seule rencontre, où il y a tellement de choses qui interviennent. Moi, je me rappelle mes diverses détections à l'INF Clairefontaine, quand j'y rentre, tu as des tas de joueurs qui étaient doués comme pas possible, mais qui ne sont pas passés parce que ce jour-là, tu es mal luné, il y a la maîtrise des émotions, tu veux peut-être trop en faire parfois. C'est pas facile. Et sur une journée, une demi-journée où tu n'as pas validé ce qu'on attendait de toi, hein, c'est même pas le fait d'être un bon joueur ou pas, hein, c'est ce qu'on attendait de toi. Certains, ils ont eu des trajectoires totalement bouleversées. C'est ce qui est dingue, quoi. C'est fou. Jean-Michel, je voulais te lancer aussi sur ce sujet. Une des dérives aussi qui rajoute sûrement de la pression sur les jeunes joueurs, c'est l'entourage et les agents qui gravitent autour déjà de ces jeunes joueurs, déjà en préformation, voire en formation. Toi, tu m'as dit que tu allais souvent à Bondy voir les matchs, tu parles avec les éducateurs. C'est une donnée quand même importante, hein, chez ces jeunes, en fait, parce que certains parents, je ne vais pas dire tous les parents, mais certains parents poussent pour que leurs jeunes, leurs enfants soient déjà sous mandat avec un agent, travaillent, parce qu'on sait souvent que l'aspect financier est très important pour certaines familles, au détriment de la progression naturelle du joueur. Et donc, ça fait partie aussi des dérives du recrutement en Ile-de-France, parce qu'il y a évidemment beaucoup, beaucoup de joueurs, et les agents viennent évidemment tout au long du terrain, le long des bordures, pour repérer et hop, se mettre des parents dans la poche. Et puis aussi, il y a des parents qui, on en parlait souvent avec Yacine, qui veulent que leurs enfants jouent plus régulièrement, qui enregistrent les matchs pour savoir le nombre de minutes qu'il a joué, pour dire mon fils, il a joué que 10 minutes à la fin, alors que... Donc ça rentre aussi dans ces données-là de ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et puis tu entends beaucoup de choses pour aller dans le prolongement de cela. Tu as aussi des parents qui vont filmer... Là, ça va même aller plus loin. Ils vont filmer l'intégralité d'un temps fort d'une équipe et ils vont calculer le temps de jeu que leur enfant a joué sur ce temps fort. Ou inversement, sur ce temps faible, pour expliquer pourquoi il n'est pas vu, lui, par des recruteurs, parce que justement, il y aurait quelque part ce sentiment complotiste, comme quoi l'enfant ne joue que quand ça va pas bien, etc. Mais je vais même aller plus loin quand on parle de l'aspect financier, hein, qui peut être important pour tout à chacun le définit où il souhaite. C'est même un vecteur social. Aujourd'hui, tu as des parents qui viennent et qui te disent clairement, qu'ils ne te parlent pas d'argent parce qu'ils n'en sont pas là, mais qui te disent un tel a signé, il joue avec mon gamin, il a signé à Lille, à Metz, au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, il est plus perçu pareil. Un tel a reçu une dotation de Nike ou d'Adidas, il n'est plus perçu pareil. Un tel a eu droit à un passe-droit, j'en sais rien, l'éducateur vient le chercher chez lui maintenant. Il n'est plus perçu pareil. Dans la perception de comment va être située une famille, un gamin, par rapport au futur à court terme, hein, qui est le sien, la problématique devient très importante. Et puis aujourd'hui, oui, on parlait des agences et... Encore une fois, hein, moi j'ai beaucoup de parents avec lesquels je travaille dans ma boîte qui ont des gamins qui jouent au football et qui m'interrogent sur les agents. Ça dépend toujours, peu importe l'âge, pour qui, pourquoi, pour aller où. La projection qui est la vôtre, c'est un projet de famille, encore plus quand vous êtes très jeune. Aujourd'hui, j'ai 37 balais, donc le projet de famille il est tout autre avec ma femme et ma fille. Mais petit, le projet de famille, il était avec mon frère, ma sœur et mes deux parents. Alors on me dit souvent, oui, JM, tu n'étais pas sujet à une famille qui était dans le besoin. Mais le besoin, chacun l'identifie où il veut. Il peut être financier, il peut être social, il peut être une envie de voyager, il peut être familial. Chacun le situe où il veut. Mais quand on me demande ça, je dis, il n'y a rien de mauvais ou il n'y a rien de génial. Tout dépend ce qu'on veut faire et comment. Yacine est éducateur aujourd'hui. Je peux mettre 10 éducateurs à côté de lui, peut-être que je lui confierai un gamin à qui on m'a demandé, oui, je veux un éducateur compétent, et je ne proposerai pas à d'autres éducateurs s'ils évoluent, même s'ils entraînent au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid. Je dis souvent aux jeunes joueurs, moi, choisis ton éducateur avant ton club. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est un conseil qui vaut ce qu'il vaut, parce que c'est tous les jours avec lui que tu vas échanger de tes axes de progression, de ceux qui sont aussi encore à aller chercher, ou tes parents aussi vont avoir une relation aussi importante. Et moi, c'est le conseil que je donne très souvent aux jeunes joueurs. Après, quand on me dit oui, on me dit que c'est catastrophique d'avoir un agent. Non, rien n'est catastrophique. Maintenant, il faut savoir où on va. C'est toi qui dois être acteur avec tes parents dans l'accompagnement au départ, et puis plus tu grandis, tu vas l'être tout seul, mais tu dois être acteur de ta vie et savoir ce que tu veux faire et avec qui, quoi.
Je lisais, Thibaut, de certaines interviews d'éducateurs qui disaient que maintenant, les agents, avant, ou même des scouts de clubs étrangers, venaient chercher des gamins de 16 ans, et maintenant, ils visent même les garçons, les jeunes plus de 11, voire 12 ans. Et c'est une donnée importante parce que ça veut dire que les joueurs sont encore en préformation, que voilà, ils veulent déjà les mettre sous mandat pour les revendre à d'autres clubs. Voilà, comme le dit Jean-Michel. Ouais, Jean-Michel, tu veux intervenir? Bah, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu as beaucoup plus c'est l'une des raisons qui t'amène à avoir beaucoup plus de centres de préformation club par club. Moi, à cet âge-là, il y avait certes le centre de préformation du PSG à Verneuil, mais qui n'avait rien à voir avec l'INF Clairefontaine. Le choix ne s'est pas posé pour moi. Et à partir du moment où il y avait la validation à l'INF, j'y suis allé en skateboard, quoi. J'étais content, quoi. Aujourd'hui, tu as cette envie de pouvoir, je dirais pas bloquer, mais de pouvoir gérer un maximum tes joueurs à travers les centres de formation que tu vas être amené à développer ou pas d'ailleurs. Ouais. C'est ça, Thibaut, c'est un des mots aussi de la formation. Ça peut être néfaste, ce genre de procédé. Je dis pas que tous les agents sont comme ça, évidemment, il y en a qui travaillent bien, mais ça peut voilà, bloquer certains joueurs et ça rentre dans le problème, dans le recrutement en Ile-de-France, certains agents qui viennent directement voir les familles pour les jeunes qui ont à peine 11-12 ans, qui commencent à jouer au football. Oui, et tout ça se regroupe autour d'un problème de compétence. C'est-à-dire que le football étant un sport extrêmement populaire, extrêmement consommé, tout le monde pense qu'il s'y connaît, quoi. Tout le monde pense qu'il a son avis a de la valeur. Tout le monde pense que c'est un peu comme l'éducation nationale, hein. Je connais aussi un peu ce problème à l'éducation nationale. Tout le monde pense qu'il a son avis sur la question. Là, en ce moment, tout le monde a un avis sur le Covid, etc. Tout le monde est médecin aussi maintenant. Pardon? Tout le monde est médecin, tout le monde a son avis sur le Covid. Tout le monde est entraîneur aussi maintenant avec Football Manager, avec FIFA. Alors tout le monde n'est pas joueur, malheureusement, et encore les joueurs sont encore réservés, mais tout le monde est capable de juger du football. Et effectivement, chacun a un avis sur la question. Le problème étant qu'on a du mal à faire une distinction dans les compétences elles-mêmes, et il y a une forme de suspicion à l'égard de l'éducateur, de la part des parents, une suspicion à l'égard des compétences de l'éducateur, parfois à juste titre, parfois non. Les agents s'ajoutant à cela, se mettant entre les deux, ou une profession qui est à peine réglementée et qui a des mœurs plus que discutables, se met au milieu de tout ça et profite de cette suspicion à l'égard de l'autorité de l'entraîneur pour, en quelque sorte, monter un peu les parents contre les éducateurs eux-mêmes. Ce qui fait que l'éducateur est finalement assez isolé, du coup c'est encore plus difficile pour lui, donc peut-être communique encore moins. Du coup, peut-être se braque sur certains plans. En plus, il a la pression du club qui lui demande éventuellement de faire progresser des gamins, etc. Tout ça fait une mayonnaise qui fait que à aucun moment on parle football, à aucun moment on parle de projet, à aucun moment on parle des hommes, fait que parler soit d'argent, soit de carrière, soit de qualité technique. Mais à aucun moment on parle de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, quel est notre projet, quelle est notre ambition. Donc les centres de formation qui fonctionnent bien, les gens qui arrivent à faire à reproduire comme ça des modèles et qui arrivent à développer des gamins, ce sont des centres qui ont, à mon sens, une vision globale de ce que c'est que l'éducation d'un enfant et que le football est une partie, mais simplement une seule partie de l'éducation globale d'un gamin. Si on se centre exclusivement sur le football, et à mon avis, c'est le reproche moi, que j'adresserais à une manière, à l'élitisme français et la manière dont a été construit l'organisme de détection en France, c'est en train de changer, mais qui était construit comme ça jusque dans les années 90, c'est le fait de séparer complètement l'école du football. C'est complètement lié. C'est complètement lié. Il n'y a aucune raison qu'on sépare l'un de l'autre. Et l'école, et même d'une manière générale, la vie de famille. C'est très difficile pour des gamins de 12 ans, 13 ans d'être séparés de leur famille, même si c'est que 200 km, même si c'est 300 km, d'être séparés de leur famille. Alors c'est difficile le haut niveau, mais c'est très difficile de demander à des gamins de 12 ans, de 13 ans d'être capables de vivre de manière autonome. Et ça, évidemment, ça a des conséquences sur les performances et ça a des conséquences sur le profil de joueur que ce sera après. Donc moi, je ne sais pas quelle est la recette, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Je crois que le problème qu'il faut se poser toujours, c'est de se demander quel homme on veut faire. Quel homme on veut faire,
quelle personne on veut faire. Parce que c'est pas parce que vous arrivez en centre de formation que vous faites une carrière. C'est très peu. Les statistiques sont finalement assez faibles. Pourquoi des joueurs comme moi, je pense à Barcelone. J'ai discuté beaucoup avec le directeur de la formation espagnole, qui est René Melendez, qui est un ancien prof de maths, qui est devenu éducateur et qui a formé Iniesta, Xavi, Sergio Ramos et compagnie. Et lui me disait toujours que la question qui se pose, c'est d'abord, il dit, on veut faire des bons chicos. Il dit, je veux faire des mecs bien. Après, ce sera peut-être des footballeurs. Alors, mais nous, on leur donne des valeurs, on leur inculque des valeurs qui leur seront utiles, parfaitement utiles en dehors du football. On les éduque de manière globale. C'est ce que fait le Barça, c'est ce que fait le Real, et tu peux discuter avec des anciens joueurs qui n'ont pas forcément percé, mais qui sont passés par le filtre de ces clubs-là. Il y a une fraternité, une confraternité entre les gens qui sont passés par ces centres de formation-là, qui est remarquable. Même si tu es un ancien du Barça, un ancien du Real, un ancien de Villarreal, tu trouveras toujours un boulot, tu auras quelqu'un qui va t'aider, parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Et ça, c'est fondamental, parce que si on ne comprend pas ça, et si on se contente de répéter, d'aller chercher des pépites, de les revendre, etc., on détruit en fait le football. On le détruit, on le partialise, on le fragmente. Alors que les clubs, ce sont des moments, on en parlait tout à l'heure sur le Paris Saint-Germain, ce sont des moments de fraternité, des moments de confraternité. On va se regrouper autour de valeurs. Et ce qu'il faut former, c'est des gamins qui vont avoir ces valeurs-là. Ils deviendront professionnels, tant mieux. Ils ne deviennent pas professionnels comme la majorité d'entre eux. C'est pas grave, ils feront autre chose. Mais ce qu'ils auront appris là leur servira parfaitement ailleurs. Beaucoup de joueurs espagnols m'ont raconté ça sur la fédération espagnole. C'est que beaucoup ne sont pas devenus professionnels, ont côtoyé les Iniesta, les Xavi, ont fait gagner des JO. Parfois, ils ont des carrières quand même en amateur qui sont des carrières plus qu'honorables. Ils ont toujours gardé cette idée qu'il y avait une fraternité entre eux. Et ça, à mon avis, c'est parce que l'approche est globale. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Et Yacine, c'est vrai que sur les valeurs, et après on passera au PSG sur son centre de formation, mais sur les valeurs et l'éducation à enseigner à des joueurs, c'est aussi important que le football, en fait, que de leur apprendre le football. Et en fait, ça se ressent en fait, déjà dans le comportement de l'éducateur. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais à Évian-Thonon-Gaillard, de faire des tournois internationaux en France et à l'étranger. Et en fait, dans le comportement de l'éducateur, il y a déjà une énorme différence dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'expliquer les choses aux gamins. Et la façon dont les gamins lui répondent aussi. Voilà. Tu vois, ils ont un respect à l'égard de l'éducateur qui est totalement différent. Voilà. Et en fait, moi, je le dis souvent, c'est que la chose sur laquelle je défends les éducateurs en France, c'est qu'à force de te répéter qu'il n'y a que le résultat qui est important, qu'il faut gagner, que c'est le résultat qui te valorise, et que le lundi matin, en fait, personne n'a vu ton match, mais qu'on t'appelle pour te dire « Ah, tu as perdu 3-1 là-bas » ou « Tu as gagné 2-1 là-bas », et que tu ne peux pas discuter puisque personne n'a vu ton match. Tu rentres un peu dans ce truc-là. Et moi, je le dis voilà, humblement, c'est que moi, je ne suis pas dans cette démarche-là, justement, mais je l'ai vécu une année à Évian, j'ai passé 4 ans là-bas, et une année, la 3e année, où j'en avais en fait marre qu'on me répète que mes U13 jouaient très bien, c'était super et tout, mais qu'on n'allait jamais en finale nationale de la Coupe de France, la Danone Cup. Et en fait, cette année-là, je me suis fait avoir. Et c'est vrai que le dernier tour régional, je ne l'ai pas abordé comme je le fais d'habitude en me disant c'est des matchs de 20 minutes, c'est des matchs de coupe, mais c'est des matchs où on va continuer ce qu'on a fait toute l'année. Et en fait, dans mon comportement à moi, j'ai agressé mes joueurs, mais j'étais beaucoup plus dur que d'habitude. Et en fait, ça a été notre pire finale régionale. Donc, c'est par hasard. Et je me suis promis de jamais refaire cette erreur, que tant pis si on me parle de résultats, moi, au fond de moi, ce ne sont pas mes convictions, donc je dois agir différemment. Mais à l'arrivée, je me suis perdu. Et je comprends que des éducateurs, à un moment donné, quand on te répète tous les week-ends « Ah, t'es 6e du classement, ah, t'as perdu », à un moment donné, tu te dis « Bon, je vais gagner parce que comme ça, ils vont arrêter de me saouler, en fait. » Mais la démarche, elle n'est pas bonne. Donc, c'est cet engrenage-là qui est à décharge des éducateurs, même si je reste persuadé qu'à un moment donné, si on est tous sur la même ligne directrice, le club il va pouvoir raconter sa vie. Voilà, il ne va pas aller plus loin que il ne va pas pouvoir virer tous ses éducateurs. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on doit... C'est ça qui est fondamental, c'est qu'il faut être capable de repérer cette compétence-là. C'est-à-dire que les dirigeants doivent être capables de repérer la valeur de l'éducateur en fonction de ses valeurs, en fonction de sa représentation du monde et en fonction de sa vision du club. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est ce que dit Desnoex très souvent, il dit ce qui fait la richesse d'un club, c'est la cohérence. C'est la cohérence entre tous ces éléments. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça que c'est très fragile, très difficile à faire. Et parfois, effectivement, avec la pression, le plus rapide, c'est d'aller recruter des gamins qui courent vite, de gagner la finale régionale et ensuite d'avoir la paix.
Et toi, en plus de bénéficier après d'une promotion, parce que comme tu as gagné, etc., tu vas pouvoir. Du coup, c'est un truc qui s'alimente sans cesse. Ouais. Jean-Michel. Oui, c'est clairement quelque chose qui s'alimente sans cesse. Après, oui, dans le repérage ou dans la définition de la compétence de l'éducateur, je vous rejoins tout à fait. Le seul problème, c'est, non, l'un des gros problèmes, c'est qui mesure la compétence du guide, celui qui est en haut de la pyramide. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de problème, moi, sur cette importance du résultat. Je pense qu'à terme, c'est pas impossible d'allier les deux, hein, entre le fait de pouvoir former des hommes, le fait de pouvoir travailler sur un développement et d'aller chercher aussi cette notion de compétition, de rapport de force. C'est pas quelque chose qui est impossible à faire. Le seul problème, c'est qu'au tout départ, quand on arrive dans un club, quelle fiche de... Ça, je m'adresse à Yacine, puisque tu es éducateur. Quelle feuille de route vous donnent les guides? Alors, à savoir le responsable de catégorie, le directeur sportif d'un club, le président ou son vice-président. Si on me dit au départ, oui, il faut développer des joueurs, on est là pour la progression, on va prendre le temps qu'il faut. Derrière, on ne peut pas venir me dire tous les lundis matins, me parler de mon résultat, bon ou pas bon. Derrière, il faut me parler du contenu. Le résultat, il arrivera en fin de conversation. Si on ne me dit rien, également aussi. Parce que tu ne peux pas débarquer avec ce complément, ce constat à la petite semaine à chaque fois. Le résultat a été très bon, tu es le meilleur des éducateurs. Une semaine après, on perd, tu es un moins que rien. Ça, c'est pas avoir une projection du tout. C'est pour ça que je m'adresse. Qu'est-ce qu'on vous dit en début de saison? Quel discours peut avoir un responsable de catégorie quand tu sais que tu as une équipe en début de saison? Mais en fait, malheureusement. Je te laisse répondre à Jean-Michel, ensuite on passera au PSG, parce que je sais que c'est un sujet très passionnant qui prend du temps, mais voilà, après on passera au. Vas-y, réponds. En fait, malheureusement, il y a toujours le discours et après ce qui se passe. Souvent, on nous dit pas de problème, ton projet super et tout, on te laisse faire. C'est ce qu'on veut parce qu'on veut développer les joueurs, la mentalité club, l'état d'esprit, tout ce qu'on veut. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on te ramène toujours au résultat. Et en fait, ce que j'explique souvent, c'est que moi, je ne suis pas l'éducateur qui va dire je ne veux pas de résultat. Moi aussi, je veux gagner tous les matchs. Et d'ailleurs, tout le monde ici, même quand tu fais un five avec tes potes, il n'y a personne qui rentre sur un terrain de foot en se disant je veux perdre aujourd'hui, je m'en fous. Ça n'existe pas. Le seul truc, c'est que moi, je fais une différence entre le résultat et la conséquence de ce qu'on met en place et du travail. Et le résultat, ce n'est pas l'objectif de mon match. L'objectif, il est autre dans le contenu, dans plein de choses. Et en fait, à un moment donné, ça passe pas. Et sur les entretiens que j'ai avec certains clubs, aujourd'hui, je le perçois plus avec l'expérience. C'est-à-dire que dans mon discours, par exemple, pendant 30 minutes, c'est super. Là, à un moment donné, on me dit ouais, mais quand même, il faut gagner des matchs. Ouais, mais quand même, il va falloir qu'on monte en R1. Ouais, mais il va falloir. Voilà, je sais qu'en fait, ok, on va peut-être me laisser tranquille 1 mois et demi, 2 mois, mais finalement, dans 2 mois, on me ramènera à ça. Donc, voilà. On vous a présenté comment ça se passait en région parisienne. Maintenant, on va passer à la deuxième partie pour vous expliquer comment on travaille le plus gros club de la capitale dans ce domaine-là, le Paris Saint-Germain. Et je vous propose, pour entamer cette deuxième partie, de faire un petit flashback en juillet 2019, l'année dernière. Communiqué du Paris Saint-Germain sur les changements au sein de ce centre de formation avec le départ d'Antero Henrique et le retour de Leonardo. Donc, je cite le communiqué. Jean-François Pien reste directeur du centre de formation. Dans le même temps, les staffs techniques des équipes de jeunes du Paris Saint-Germain ont été recomposés. Parmi ces changements, le PSG est heureux d'annoncer l'arrivée de Stéphane Roche à la tête des U19, ancien directeur du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Stéphane Moreau, lui, prend la tête des U17. Il officie depuis 10 ans comme directeur du centre de formation du Stade Lavallois. Il aura pour adjoint Nicolas Damon, ex-entraîneur des U17 de l'US Torcy, on en parlait tout à l'heure, club de Seine-et-Marne, lié par un partenariat avec le Paris Saint-Germain. Stéphane Moreau, qui sera également épaulé par Hervé Guégan, ancien entraîneur de l'équipe réserve qui a été dissoute, on en parlera aussi tout à l'heure, c'est pour ça que je prends le temps de vous donner ce communiqué, qui prend par ailleurs la direction du groupe U16. Le club est également heureux d'annoncer le retour de Vincent Guérin, l'une des figures majeures du Paris Saint-Germain des années 90. Vincent Guérin revient aujourd'hui chez les Rouges et Bleus en tant qu'entraîneur adjoint des U19, où il sera associé en cette qualité avec Régis Bernardo, qui faisait déjà partie du staff de ses équipes aux côtés de Thiago Motta lors de la saison 2018-2019. On en parlera aussi un petit peu de Thiago Motta, il y a beaucoup de choses, je sais, qu'il faut évoquer, c'est pour ça que je voulais passer rapidement à la deuxième partie. Ces changements intervenaient, Yacine, dans un contexte difficile pour la formation parisienne, qui s'est tiraillée entre beaucoup de courants depuis plusieurs saisons. Bertrand Rezeau, qui a participé à la confection de ce nouvel organigramme avant qu'il ne retourne à Monaco. Ce qui marque vraiment, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, le Paris Saint-Germain et sa centre de formation, c'est que ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup de changements
Au sein du poste de directeur du centre de formation, il y a eu Bertrand Roseau dans un premier temps, qui était au club 1 depuis 2005, il a occupé plusieurs fonctions au PSG. Ensuite, Carles Romagosa est arrivé en septembre 2015 pour réformer le secteur de la formation. Puis Bertrand Roseau est revenu de Monaco. Il a fini par partir en procès contre le PSG en réclamant 600 000 € au prud'homme pour avoir été placardisé. Avant que Leonardo ne revienne donc l'été dernier et évacue tous les hommes de confiance au Thierry Henriquet. C'est vrai que ce problème de continuité, c'est souvent perpétuel dans l'organigramme, n'aide pas le PSG à rendre son centre de formation permanent et à tracer une vraie ligne directrice. Alors, il y a deux problèmes. Le premier, le changement en lui-même, c'est pas un réel problème. Il faut savoir juste pour exemple qu'à l'Ajax, dans la formation, les éducateurs changent même d'équipe pendant la saison. Parce qu'on considère qu'un enfant doit avoir deux personnalités différentes en face de lui, deux discours différents. Mais en fait, la cohérence, par contre, globale du projet est la même. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer autant de directeurs de formation qui n'ont pas les mêmes visions du jeu, en fait. Parce que ça veut dire que pendant un an, tu travailles d'une certaine façon, à la fin de cette année, tu changes, l'année d'après, tu travailles autrement, etc. Donc ça, ce changement-là, c'est un problème. Le changement lui-même, c'est pas réellement un problème. La deuxième chose, c'est que en fait, il y a deux façons de former. Il y a la façon, on va dire, globale où j'essaye d'apprendre à mes joueurs tout ce qu'on peut apprendre dans le foot. Entre guillemets, hein, on ne peut jamais tout apprendre, mais je donne vite fait deux exemples. Défendre bas et jouer sur la transition, ou défendre très haut. Voilà, c'est deux principes différents. Moi, je me dis, voilà, j'ai les U15. Cette année, pendant 3 mois, on va plutôt jouer très haut. Et puis, 3 mois après, on va plutôt jouer très bas. Et puis, à la fin de saison, on verra, on s'adaptera à ce que l'adversaire nous proposera, etc. Sur la réflexion. Ou alors, il y a l'idée Barcelone, Ajax, avec un projet de jeu qui existe en fait chez les pros et dont on apprend tous les principes en dessous pour arriver chez les pros et en fait te servir de ces joueurs-là. Et en fait, le problème du PSG, c'est qu'on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire que les principes de jeu en bas n'existent pas forcément, où chacun fait un peu comme il veut, et que chez les pros, il n'y a pas une identité de jeu, puisqu'on change régulièrement d'entraîneur, un peu comme le Real Madrid. C'est-à-dire que le Real Madrid, chez les pros, n'a jamais eu de réel principe de jeu. Le Real Madrid, c'est un club où on prend des stars, où on fait du football pour le public, pour gagner, attention, hein, mais de spectacle. Alors qu'à Barcelone, normalement, ce qui a été moins fait d'ailleurs, ça s'est vu ces dernières années, c'est de prendre des entraîneurs qui correspondent au principe de jeu du Barça. Et donc, le PSG n'est pas là-dedans. Et à l'arrivée, on se retrouve à former des joueurs, finalement, dans ce que tout le monde fait, à savoir des joueurs peut-être très bons individuellement, mais qui vont avoir du mal à s'intégrer chez les pros. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de repère, en fait. Et avec tous ces changements, ils ont un peu appris tout et n'importe quoi. Et tous ces changements, ça devient un problème. Que les éducateurs changent, pourquoi pas, encore une fois, mais le directeur du centre, avec la ligne directrice qui doit être mise en place, ne peut pas changer tous les ans ou tous les 2 ans. Thibaut, j'écoutais hier l'excellent podcast Formation Football Club qui avait comme invité Pierre Sage, l'entraîneur des U16 à l'Olympique Lyonnais. Et il expliquait que dans les équipes de jeunes à Lyon, il y avait un ADN, hein, en prenant des gens de la région pour travailler par exemple au sein du club, en essayant de donner une identité de jeu à toutes les équipes de centre de formation. Au Paris Saint-Germain, c'est vrai que ça manque d'avoir un ADN. On ne peut pas dire qu'il y a un ADN au centre de formation du PSG où se passe sur un modèle, sur des principes de jeu ou une philosophie de jeu. Et c'était intéressant par rapport au discours que j'entends. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre Sage est un ami aussi et on a beaucoup discuté. J'ai vu que tu avais discuté dessus, c'est pour ça que aussi je te l'envoie. Voilà, on a beaucoup discuté de ça et on s'est posé la question de ce que c'était qu'un ADN, par exemple. J'en discutais avec lui, avec le directeur du centre de formation de l'OL. Et on s'est demandé, c'est quoi un ADN ? Parce que les gens, ils ont un préjugé sur l'ADN. Ils considèrent que l'ADN, en fait, c'est le code génétique qui varie jamais, qui est celui d'un individu, qui est un truc figé. Vous voyez ? On dit, voilà, alors, quand on dit c'est l'ADN du club, on dit, voilà, nous, on joue comme ça, notre maillot, il est telle couleur, c'est ça notre ADN. C'est invoqué généralement par des gens qui disent, c'est une manière conservatrice, en fait, de dire, voilà, notre ADN, il est comme ça. Or, l'ADN, c'est pas du tout ça. L'ADN, c'est une structure métissée, faite de plein d'éléments qu'on a tous en commun, avec chacun une certaine manière de les mettre ensemble, mais ce sont des éléments, des protéines qu'on a tous en nous, d'hydrogène, etc. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un ADN, c'est une structure, c'est un style propre, mais avec des éléments qui sont tous communs. C'est comme un peu un langage. Donc
réfléchir sur l'ADN, c'est réfléchir à, par exemple, dans le cas de l'OL, c'est de se demander qu'est-ce qui, à Villarreal, à Munich, à Londres, est lyonnais. Qu'est-ce qu'on a de commun avec eux? Et c'est en regardant ce qu'ils font eux qu'on va comprendre ce que nous, on est capable de faire. Et que l'ADN, c'est ça. Et c'est ce que dit Pierre quand il dit qu'on va le mettre dans notre contexte. C'est-à-dire qu'on a un contexte propre qui est l'histoire de la ville, l'histoire de ce club, mais on va s'inspirer de ce qu'il fait ailleurs parce que notre conception de l'identité, c'est pas une conception identitaire au sens de communauté, au sens de refermer, c'est plutôt une conception ouverte de l'identité. C'est de dire que nous, on va ouvrir, on va regarder ce qui se fait ailleurs et on va faire notre propre un peu, notre mayonnaise, notre style, parce que c'est ça la définition d'un style, c'est de dire on va avoir un style lyonnais qui peut varier lui aussi, mais qui va avoir en commun un langage, des valeurs qui vont permettre de reconnaître l'ADN lyonnais. Et il faut bien comprendre cette métaphore de l'ADN comme une métaphore vivante et pas du tout comme quelque chose de figé. Et en ce qui concerne Paris, moi je l'ai fait ça. Dans mon bouquin Ici c'est Paris, c'est ça mon boulot. Moi mon boulot il est là et moi c'est ça mon boulot dans les clubs. C'est de dire voilà ce que j'ai fait avec Noël, ce que j'ai commencé à faire avec Paris, c'est de dire l'ADN de Paris, c'est pas la bande rouge sur le maillot. Oui, c'est un peu ça, mais il n'y a pas que ça. C'est une certaine manière d'interpréter le football et que nous, qu'on soit capable de, moi en tant que philosophe, en tant que journaliste, de proposer un langage qui va être capable de proposer des concepts qui vont permettre ensuite de mettre en œuvre ce style de jeu qui va apparaître naturellement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, dire oui, un peu. Parce que le style de Barcelone, par exemple, le style de Barcelone, ça n'a rien de catalan. Le style de Barcelone, c'est un mélange de Hollande et de Hongrie. C'est un mélange de Cruyff et de Kubala, des années 50, qui lui-même est issu de l'Autriche. Et le style hollandais vient du style de Vic Buckingham, qui sont des Écossais, etc. Et il n'y a jamais de cause première. Le style, l'identité, c'est un style, c'est-à-dire une certaine manière de composer avec nos influences. Et qu'il faut bien, et quand on est Paris, je veux dire, quand on est Paris en termes d'influence, s'il y en a bien une ville qui a rempli d'influence, c'est bien Paris. Et la grande difficulté de Paris, c'est de mettre tout ça en cohérence. Il est là le problème de la formation parisienne. C'est qu'on n'arrive pas à mettre en cohérence. On va tantôt chercher un Catalan, après on va chercher un mec de Lyon, après on n'arrive pas à mettre du langage, on n'arrive pas à dire, on va chercher après les anciens du club, on va dire, bon, on n'y arrive pas, parce qu'on n'arrive pas à mettre en cohérence, parce qu'on n'arrive pas à faire du langage. Donc pour l'instant, à mon avis, le principal problème du centre de formation de Paris, et moi j'aurais grand plaisir à travailler avec eux, c'est d'expliquer qu'il faut d'abord mettre des concepts, travailler ensemble sur des concepts qui sont liés à l'histoire du club, à l'histoire des grands joueurs, mais aussi à la mythologie propre à Paris, et ce que peuvent attendre le public quand ils sont au Paris Saint-Germain. Alors justement, on a un intervenant parfait pour parler du centre de formation du PSG. Jean-Michel, toi qui l'as côtoyé, évidemment. Par rapport à ce que disaient Yacine et Thibaut, comment tu juges toi? Alors évidemment, c'était un autre contexte, une autre époque, avant que le PSG passe au pavillon qatari, donc que la politique de formation ait changé. Et comment tu juges toi dans ton passage? Est-ce qu'il y avait une cohérence? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était mis en place ou c'était vraiment, ça changeait beaucoup au fur et à mesure des années au sein du centre de formation? Bah oui, forcément, je vais la juger un peu plus cohérente cette période, dans le sens où déjà, moi, en termes d'hommes, j'ai pas bougé, dans le sens où, dans le contact que je pouvais avoir au quotidien, le directeur du centre de formation n'a pas bougé sur tout mon cursus de formation. Idem pour les différents éducateurs, sachant aussi qu'il y avait un petit peu moins cette... C'est Pierre Alonso? Non, moi j'ai eu Patrice Lecornu. J'ai eu un petit peu Marc Collat et Patrice Lecornu. Pour les éducateurs, pareil, ce qui rajoutait aussi, paradoxalement, aussi un peu moins d'impatience, aussi bien chez les joueurs que chez l'entourage des joueurs aussi, parce qu'on avait plus d'équipes, dans le sens où, à mon époque, il y avait la CFA, il y avait une équipe de CFA2 aussi, une équipe de 17 ans, plus une équipe DH pour celui qui était entre les deux. Donc ça faisait beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs aussi, mais beaucoup d'équipes, donc ça rajoutait aussi un petit peu moins d'impatience. Après, moi, ce que je retiens des deux discours et qui me semble très important, c'est ce degré d'ouverture que tu es censé avoir. Tu ne peux pas être renfermé sur tout ce que tu es amené à proposer, sur tout ce qu'on est amené à te proposer aussi. On ne peut pas avoir une ville comme Paris, indépendamment du sport, hein, mais avec autant d'influence, autant d'intérêt, autant de concepts, mais dans tout, hein, que ce soit dans le sport ou autre, bien sûr. Et ne pas être ouvert, ça n'est pas possible. Et ça n'est pas possible d'avoir... C'est bien beau, hein. Moi je suis pour, hein, quand j'entends dans les différents clubs, oui, on a fait appel aux anciens, etc.
Oui, on a surtout fait appel aux anciens et on va se nourrir de ça. Un ancien, au même titre qu'un joueur qui n'a pas fait carrière, qu'un joueur qui va peut-être sortir aussi du cadre du football, hein, mais qui va t'amener peut-être autre chose, hein, dans la gestion des émotions. On parle aujourd'hui beaucoup, hein, dans la formation du joueur de cette maîtrise de l'espace, de cette qualité technique, du temps qu'il va être capable de se créer, d'accentuer ou de réduire lorsqu'il faut récupérer le ballon. Mais tout ça, il faut être capable de se nourrir des différentes composantes que tu as à ta disposition. Ce n'est pas quelque chose en plus qui n'est pas proposé. C'est quelque chose qui te tend les mains, donc qui te tend les bras. Donc, pour moi, la grosse difficulté, mais c'était aussi déjà de mon temps, hein, c'est qu'on manquait d'ouverture sur pas mal de choses. Et surtout, on n'avait pas envie de se nourrir. Chacun avait envie d'aller prouver sa compétence à son niveau, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit en termes d'éducateur ou au-dessus, ou nous en tant que joueurs. Mais personne n'avait envie de se nourrir de ce que pouvait proposer l'autre. D'ailleurs, c'est tout sauf un hasard, hein. Moi, j'ai eu la chance d'être champion en CFA, ce qui n'avait pas été, je ne sais même pas si ça a été réalisé déjà depuis pour le club. Mais on avait une équipe où, en début de saison, ça faisait pas rire tout le monde, mais pas loin. Parce que tout le monde se disait, cette équipe, elle ira nulle part, quoi. Tu avais le stéréotype, on en revient encore à ça, le jeune de quartier, ça va partir dans tous les sens. Et au contraire, nous, on a puisé ça, on a été chercher une force dans ça. Le mec qui était issu des quartiers, le mec qui avait un statut social, en tout cas avec ses parents, tout autre, celui qui avait d'énormes qualités, celui qui avait un petit peu moins. Et tout le monde a été chercher celui qui était en difficulté. Et je prends l'exemple de stage de début de saison où on a toujours des mecs, hein, c'est un truc tout con, hein, mais on a toujours des mecs, hein, qui reviennent avec 7 ou 8 kilos parce qu'ils ont abusé de tout pendant les vacances. Rien que sur un footing en forêt, quand on n'a pas envie de laisser l'autre, parce qu'on est conscient qu'à un moment donné, il va t'offrir quelque chose. Et je ne parle pas du terrain, je parle même dans la vie. Moi, il y a des mecs qui ont très peu joué à l'époque, qui n'ont pas fait carrière dans la foulée, mais qui m'ont énormément apporté et qui aujourd'hui, j'ai encore aujourd'hui, parce qu'ils m'amènent autre chose. Sur une réflexion de vie, sur une réflexion par rapport à un joueur, sur une réflexion par rapport à un collaborateur que je peux avoir, et une réaction qu'il peut avoir. Eux, ils vont être capables de la rationaliser, alors que moi, peut-être pas tout le temps. Donc, se nourrir des gens qu'on a autour de nous et de la compétence, mais aussi des hommes qu'on a en face de nous. Ça manque beaucoup au PSG, mais je pense que c'est pareil dans beaucoup de clubs, hein. Yacine, on va s'intéresser à comment ça se passe le recrutement chez les jeunes du Paris Saint-Germain pour entrer dans le vif du sujet. On en parlait tout à l'heure, hier en préparant le podcast. Ils vont recruter soit à la préformation, c'est-à-dire entre les U12 et U15, hein, quand les joueurs rentrent au 6e, au collège, hein, ils ont des classes foot de la 6e à la 3e, ou alors à partir des U16 pour l'entrée directe en centre de formation. Ouais, alors, à la décharge des clubs aujourd'hui, il faut savoir qu'un joueur français qui veut signer à l'étranger, il ne peut pas le faire avant 16 ans. Et donc, en fait, comme il y a des clubs étrangers qui viennent travailler sur la région parisienne, bah oui, il faut descendre l'âge à laquelle tu repères tes joueurs. Donc malheureusement, on est arrivé à U13 parce que si tu les prends en U16, ils sont déjà souvent contactés par des clubs étrangers et que ça devient plus compliqué. Donc effectivement, après, le PSG a une cellule recrutement sur les jeunes, dont le responsable est Pierre Reynaud. Et donc, c'est un club qui travaille depuis très longtemps sur la région parisienne et le recrutement, il est fait à 90% sur la région parisienne, puisque de toute façon, le vivier est là. Maintenant, Paris travaille malgré tout dans les préjugés qu'on a décrits depuis le début aussi. Et en fait, le problème du PSG, c'est que malgré la force de la région parisienne, ils sont restés dans cette structure qui existe un peu partout en France. Et c'est dommage, parce que finalement, tu es là sur place, tu as le vivier sur place, tu as le temps, parce qu'en plus de ça, tous les recruteurs habitent sur la région parisienne, donc tu as le temps même d'aller voir les joueurs à l'entraînement, parce que moi je considère que quand on recrute un joueur, il y a aussi un joueur, tu vas le voir sur le terrain, il y a tout ça, mais à l'entraînement, tu le vois avec ses copains, avec son entraîneur, comment il se comporte, est-ce qu'il dort à l'entraînement. Comment ? Et tu vois les parents. Voilà. Et donc, ça, c'est hyper important. Et Paris a le temps de le faire, puisque tu es sur place. Malheureusement, ils ne le font pas. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être que c'est la trop grande concurrence et qu'il faut aussi aller vite. Mais moi, je pense qu'ils font une erreur déjà là-dessus. Et après, la deuxième chose, c'est que dans le travail, et on vient là à ce qui fait alors la force de la France, mais aussi sa faiblesse, je pense, le fameux classement des centres de formation, à savoir qu'il y a des critères à respecter, qu'il faut gagner les championnats. Et donc, malheureusement, à un moment donné, tu es pris dans cet engrenage de vouloir gagner à tout prix.
Je rappelle juste, D'ailleurs, ouais, vas-y. pour le savoir, c'est que Lyon, qui est considéré quand même comme le meilleur centre de formation depuis à peu près une quinzaine d'années, sa dernière victoire en Gambardella remonte à 1994. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent pas la Gambardella et c'est eux qui sortent le plus de joueurs. Donc, le problème, c'est que ton classement des centres de formation, il te permet aussi d'attirer les joueurs. Ah, c'est nous le meilleur centre de formation. Alors, les gens ne savent pas forcément les critères. Mais en tout cas. Justement, c'est ce que je voulais te rappeler, c'est qu'à l'époque, là, quand je vous donnais le communiqué du Paris Saint-Germain sur la réorganisation de ton centre de formation, à l'époque, alors qu'il y avait des dysfonctionnements en interne, l'Académie parisienne avait décroché la première place du classement des centres de formation établi par la FFF, devant Rennes et Sochaux. Et ce classement s'appuie sur les 5 critères suivants. C'est le nombre de contrats professionnels signés par les joueurs formés au club, le nombre de matchs joués en équipe première par les joueurs formés au club, le nombre de matchs joués en sélection nationale par les joueurs formés au club, le nombre de diplômes scolaires obtenus par les joueurs formés au club et le nombre de contrats d'entraîneur, les diplômes en gros obtenus par l'entraîneur. Donc Yacine, c'est vrai que ça rentre aussi en compte dans le fait que le Paris Saint-Germain a une image d'un excellent centre de formation, mais ce sont des chiffres, ce sont des critères. Au moins un paramètre déjà qui ne devrait pas rentrer en ligne de cause, en ligne de compte, à savoir le nombre de contrats pro que tu donnes. Aujourd'hui, étant donné que celui qui est défini comme étant un bon joueur, un très bon joueur, voire même, je parle même pas du crack, est sujet à des sollicitations de toutes parts. Donc aujourd'hui, tu as des jeunes qui ont un contrat professionnel, qui ne sont jamais même entraînés une seule fois avec le groupe professionnel. Moi, je donne très souvent cet exemple qui me concerne. Je me suis entraîné 2 ans, 365 jours par an, pendant 2 saisons, avec le groupe professionnel, sans avoir le contrat pro. Je l'ai eu qu'après, avec l'arrivée de Vaïda Lodzik, mais j'avais connu avec Philippe Bergerot et Luis Fernandez 2 ans pleins où j'avais la même vie que Diego Okocha ou Ronaldinho, enfin en tout cas ma vie d'entraînement, je ne parle pas de ma vie tout court, qu'on se comprenne bien. C'est dommage. Tu avais signé en 2004 ton premier contrat professionnel. Oui, tout à fait. Ça fait 21 ans. Voilà, tout à fait. Toi. Donc c'est aujourd'hui considéré comme très tardif. D'ailleurs, quand je le dis aux gens, ils me disent « Ah, c'est quand même tard quand même. » Ouais, c'est tard, sûrement. Mais j'avais connu 2 ans pleins où j'avais été chercher tout ce que je souhaitais chercher, aller voir comment les joueurs se préparent, comment ils sont amenés à gérer un événement dit important ou type un PSG Marseille ou un match de Coupe d'Europe, comment ils vont se préparer avant d'aller en sélection, comment ils vont se préparer sur un match dit moins important à leurs yeux parce qu'ils ont une qualité autre. Mais rien que dans ce classement, pour en revenir au classement des centres de formation, la problématique du contrat professionnel où aujourd'hui pour garder un joueur, tu vas lui donner ce statut, et aussi le paramètre des entraîneurs sous contrat. Tout le monde n'a pas accès à cette formation, à ces diplômes possibles d'entraîneur aujourd'hui. Donc, quelque part, tu nivelles aussi sur ce que tu voudrais proposer ou ce que tu es réellement, quoi. Yacine, tu voulais rajouter quelque chose avant que je vienne voir Thibaut ? Non, c'était juste pour dire, voilà, le PSG a été premier l'année dernière. On peut imaginer que cette année, ils ont fait signer plus d'une dizaine de contrats pro à des jeunes. Ils vont déjà rien que sur ces critères-là, ils vont encore rester dans le haut du tableau, alors que ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont bien formé. Voilà, tu gagnes le championnat U17, U19, c'est bien, hein, encore une fois, on est là pour gagner des choses, il n'y a pas de problème. Il faut toujours analyser pourquoi, comment, etc. Donc, il y a ce classement qui aussi t'oblige à avoir une réflexion un peu différente. Et je pense que le PSG se trompe là-dessus. Encore une fois, Lyon, pour moi, c'est aujourd'hui la référence, jusqu'à aujourd'hui. Ils ne gagnent pas les championnats tous les ans, ils ne gagnent pas la Gambardella, et pourtant, ils sortent des joueurs tous les ans. Ça veut bien dire que ce n'est pas ça qui fait la finalité de ta formation. Ouais. Ce qui est intéressant sur l'exemple lyonnais, c'est que Lyon, de ce que moi j'en sais, ils sont dans une perpétuelle recherche sur leur propre savoir à eux. C'est pour ça qu'ils ont recruté Pierre Sage aussi. C'est qu'ils sont sans arrêt en train de s'abreuver de littérature sur de football, de préparation. Ils regardent ce qui se fait à l'étranger, ils voyagent beaucoup, ils regardent ce qui se fait ailleurs, indépendamment des structures fédérales, ils sont très loin de tout ça. C'est vraiment l'idée qu'on va ouvrir pour comprendre un peu comment fonctionne le football moderne et surtout imaginer le football de dans 10 ans. Parce qu'on forme des gamins pour qu'ils soient opérationnels dans 10 ans. On ne les forme pas aux critères de maintenant. Et je pense que ce qui manque
au Paris Saint-Germain, au centre de formation, de ce que j'en vois, de ce que vous en dites au Paris Saint-Germain, c'est cette faculté de recul, cette faculté de penser, cette faculté prospective, être au-delà de l'improvisation. Et on voit bien que la profusion de talent est en fait un problème. Que la profusion de talents en Ile-de-France est une responsabilité beaucoup trop lourde pour le seul Paris Saint-Germain. Et ce qui provoque une espèce de panic buy il faut absolument qu'on recrute des joueurs parce qu'on est le principal vivier. Et j'ai envie de dire, faisons un jeu. Et si on recrutait aucun joueur en Ile-de-France et qu'on allait recruter dans la Creuse ou en Alsace, où on verrait que là, on serait obligé de passer beaucoup plus de temps sur le recrutement, mais que certainement nos méthodes s'amélioreraient énormément. Il faut aller voir ce que fait la fédération croate, par exemple. Il faut aller voir ce que font les Islandais. Il faut aller voir ce que font les Catalans, ce qu'ils ont fait longtemps. Et les Catalans, maintenant, ce qu'ils font, ils ouvrent. Ils ont ouvert le Barça Labs, où maintenant, ils ont instauré des formations où ils essaient de développer des nouvelles méthodes de recrutement. Ils font venir des gens du monde entier pour discuter de ça. Et c'est ça l'avenir. L'avenir du football dans les grands clubs, c'est cette capacité d'ouverture à être des forums de réflexion qui vont être ensuite capables de mettre en œuvre des stratégies innovantes. Les stratégies du Paris Saint-Germain en matière de formation ne sont absolument pas innovantes à l'heure actuelle. Donc elles sont raccord avec l'époque, mais elles sont en retard déjà de 10 ans. Alors même qu'ils n'ont pas commencé. Les 10 ans n'ont pas encore écoulé, qu'ils sont déjà en retard. Lyon, ils sont déjà en avance. Alors peut-être pas encore sur les 10 ans, ils ont peut-être 5 ans d'avance. Mais regardez un joueur comme Maxence Cacré, c'est typiquement un joueur dont on sait à Lyon, on le sait depuis longtemps, c'est un joueur qui est connu dans les... Mais il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a plein d'autres, on sait qu'il y a des profils, on les suit, mais il n'y a pas d'obligation de résultat. Ils sont hyper suivis dans leurs études. C'est des gamins qui sont hyper entourés. Ils sont très bien avec leur famille. C'est des recrutements locaux. Donc c'est des gamins qui dorment chez eux le soir. Voilà, donc tout ça est un ensemble de choses. Alors, et ce que je dirais sur le Paris Saint-Germain, et moi je pense que ce club a une telle histoire, et une telle richesse culturelle, et une telle capacité à générer de l'adhésion autour d'elle. Il y a énormément de joueurs internationaux qui sont formés en Ile-de-France. C'est un pôle d'attraction très important. Je pense que ce qui manque à Paris maintenant, c'est une cellule de méthodologie, de réflexion, qui ne soit pas une cellule de la performance, une cellule de méthode. Il s'agit de définir une méthode sur qu'est-ce que c'est que le jeu qu'on veut faire ici et comment on va s'inspirer de ce qu'on a déjà fait. Et pas de prendre des choses de l'extérieur. On va regarder ce qui se fait à l'extérieur, mais regarder ce qu'on a déjà fait dans nos modèles de jeu, dans nos équipes. Qu'est-ce qu'on a déjà fait qui a marqué les esprits à ce moment-là et qu'on va essayer de systématiser pour en faire un langage commun. Voilà. Et donc, je pense notamment en exemple à Paris qui est très intéressant, c'est l'influence évidemment hollandaise, l'influence de Cruyff. Il y a une influence de Cruyff à Paris. Il a joué qu'un match à Paris. Qu'un seul match. Et pourtant, il a une influence considérable sur le maillot, évidemment, le maillot de l'Ajax, sur Echter, c'est un grand ami de Daniel Echter, sur Lucien Hernandez, sur un certain nombre de matchs qui ont été faits dans les années 90 notamment, où le Paris Saint-Germain était le seul équipe à jouer avec un milieu relayeur, alors qu'en Ligue 1, on ne jouait pas du tout comme ça, etc., etc. Et vous avez comme ça des exemples très précis qui s'inspirent de l'histoire du club et qui sont parfaitement des outils très, très facilement mobilisables pour former des gamins. Quand on lui parle de Cruyff, un gamin, on va lui expliquer c'est quoi la pensée de Johan Cruyff en football. On va expliquer comment, à Paris, il y a un héritage de cette pensée-là. Et faire ça avec chaque poste, chaque profil, chaque influence. Et Paris, pour ça, devrait être 10 ans d'avance sur tous les autres, en réalité. Et en fait, il a 10 ans de retard. Il y avait un chiffre, et je te donne la parole après Jean-Michel, il y avait un chiffre intéressant, c'est qu'il y avait 158 footballeurs professionnels nés en Ile-de-France en 2019 qui évoluaient dans les 5 grands championnats européens, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France. C'est dire, ça fait 6% des joueurs qui jouaient dans les 5 grands championnats. C'est dire, voilà, la quantité de joueurs qui partent s'exiler à un moment du Paris Saint-Germain ou des autres clubs parce qu'ils ne trouvent pas peut-être le bon éducateur, le bon club ou à un moment le bon entraîneur pour le faire accéder en équipe professionnelle. Jean-Michel. Oui, tout à fait. D'où le fait d'avoir cette méthode, surtout quand on est conscient de la diversité qu'on peut avoir ici. Donc on a les moyens, on a les outils de faire autrement. Il y a des régions dans le monde où, bien ou moins bien, on est obligé déjà de composer avec le bassin qui nous est proposé. Nous, c'est pas le cas. Et j'ai même envie de dire, on parlait tout à l'heure de projection de haut de la pyramide. Ta direction, elle est très importante. Alors, je pense qu'il y a eu une rectification à ce niveau-là. Mais vous vous souvenez de la sortie à l'époque du président Nasser qui disait, et quelque part qui indirectement, parce qu'on sait qu'il y a une com interne et une com externe, qui mettait, à mon sens, un petit peu trop la pression et surtout une mauvaise pression, parce que la pression elle est salutaire, c'est pas un problème, mais cette mauvaise pression
à ses éducateurs, à ses scouts, quand il disait on se débrouille comme on veut, mais on ne doit pas louper le prochain Messi. Ouais. Ça, c'est pas de méthode. Ça, Non. c'est pas de méthode, parce que déjà, Messi, c'est un ovni, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est pas une méthode, parce que quelque part, tu contribues à cette impatience, à cette urgence. Où est-ce qu'il a été recruté, Messi? En Argentine. Oui, en plus. Pas de Barcelone, Messi. En plus. Il a été recruté à Barcelone. Mm. Donc, c'est simplement qu'il y a eu à un moment des relais parce que pour des histoires de traitements médicaux, enfin, je veux dire, Oui, bien sûr. très concret. C'est pas lié à une politique de recrutement du FC Barcelone, c'est lié à un hasard. Fait que, non, mais il faut dire les choses aussi. Intéressant. Il y a un hasard qui fait que c'est tombé à ce moment-là. Mais si, il vit toujours en Argentine. C'est-à-dire, il vit en Catalogne, il vit dans un univers argentin. C'est pas du tout, il est complètement atypique par rapport à tous les joueurs du FC Barcelone. C'est un Et genre puis même, si, et le présenter comme un modèle, c'est effectivement une erreur parce que c'est ne pas comprendre rien qu'à la manière dont ça s'est passé. Et vous parlez, on parle du recrutement de Messi. Pendant 3 mois, Messi l'a attendu à l'hôtel parce que le Barça ne voulait pas le voir, parce qu'il était mineur, parce que les exigences étaient trop importantes et parce qu'ils avaient déjà plein de joueurs. Ils avaient déjà une génération dorée. Et quand Redchak le voit pour la première fois, il me l'a raconté. Redchak m'a dit la première fois que je vois Messi, ça a duré 2 minutes. Au bout de 2 minutes, je lui dis c'est bon, vous pouvez lui faire signer un contrat pro. Il n'y a pas besoin de le voir plus. Il me dit ça a pris 3 mois. Il dit pendant 3 mois, les mecs ils m'ont tanné pour le voir. Il était là, je ne pouvais pas parce que c'était illégal. Genre, soyons clairs, c'était illégal. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est aussi très important, parce qu'en l'occurrence, le président donnait l'exemple de Messi qui, à mon sens, était lourd de conséquences pour ses collaborateurs, derrière pour ses salariés, hein, ceux qui avaient quelque part la charge du développement des gamins qu'on va avoir demain. Mais même si on voulait rationaliser un petit peu la chose dans la catégorie de très grands joueurs, puisqu'on parlait du Barça, comment a fait le Barça pour faire d'Iniesta? Comment a fait le Barça pour faire de Xavi? Et même les joueurs qui sont partis, hein, même pas que les joueurs qui sont restés. Comment Piqué s'est construit, est parti pour revenir, et idem pour Cesc Fabregas. Enfin, c'est pareil. Enfin, moi, je me souviens d'une discussion à Londres avec Cesc Fabregas qui te parle de la méthode Barça, et pourtant, alors on parlait d'un gamin qui, certes, avait eu sa chance avec Wenger à Arsenal, était devenu le grand joueur qu'on connaît, mais était parti avec la déception de ne pas jouer avec cette génération 87 dans la première équipe. Mais il te parle de méthode, il te parle de séances d'entraînement, il te parle de discussions avec les éducateurs, parfois qui ne sont pas football, hein, mais qui te permettent, toi, quand tu es éducateur, d'en savoir un peu plus sur le gamin que tu as en face de toi, indépendamment du talent que tu as. Et c'est ça, en fait, qu'on ne retrouve pas dans la ligne directrice chez nous, quoi. Ce qu'il faut comprendre très bien, c'est qu'il y a un paradoxe actuellement qui est de dire que la formation est devenue un enjeu politique pour les clubs. Toi, tu as souvent été tranquille, certainement dans ta génération, peut-être la dernière génération à être tranquille, parce qu'on s'en foutait de la formation à l'époque. C'est pour ça que carrément. Voilà, parce que c'est pour ça que les éducateurs restaient longtemps, c'est pour ça qu'il y avait une stabilité, donc on s'en foutait un peu, les présidents, certains clubs n'avaient même pas de centre de formation, maintenant c'est obligatoire, et c'est devenu un enjeu, suite à ce qui s'est passé à Barcelone, c'est devenu un enjeu politique. Donc maintenant, tous les présidents veulent avoir un super centre de formation avec des super jeunes, et qu'on parle de lui à la télé en expliquant voilà, qu'il a des super jeunes. Donc d'un côté c'est bien, parce que ça met le focus sur la formation, mais le mauvais côté c'est que ça entraîne énormément d'instabilité. Parce que si tu es dans des enjeux immédiatement électoralistes ou des enjeux liés à des enjeux politiques, c'est-à-dire des enjeux de pouvoir, bah, tu vois 1, 2 ans, 3 ans, tu ne vois pas 10 ans ou 5 ans. Or, c'est le temps qu'il faut pour former un joueur, c'est au moins 5 ans. Au moins 5 ans, donc il faut que tu aies la même personne qui s'occupe de lui sur 5 ans. Donc c'est du temps long. Donc effectivement, si tu as une obsession pour la formation, et si on en parle, maintenant il y a des podcasts, on fait des choses sur la formation, et tant mieux. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que la formation, c'est comme le jardinage, c'est comme tout ce qui est vivant, ça prend du temps. Et c'est ce que tu disais très bien au début, c'est qu'il faut accepter qu'il y a une part d'inconnu qui vient du temps et qu'il y a des critères qu'on ne peut pas appliquer à du vivant. On ne peut pas mesurer les gens comme si c'était des voitures ou comme si c'était des moteurs. Il y a une part d'inconnu. Il y a une part d'inconnu. Et le travail de l'inconnu, c'est ça la matière de l'éducateur. C'est cette part d'inconnu-là. Et c'est ça qu'il faut valoriser, être capable d'évaluer pour comprendre quel est ce métier-là. Quand vous citiez tous vos exemples, Yacine, je te lance après, ça me fait penser à Antoine Griezmann qui était refoulé de tous les centres de formation en France et qui a fini par trouver refuge à la Real Sociedad parce que finalement on jugeait qu'il était trop petit ou qu'il n'était pas assez costaud, etc. Il a été refusé par Lyon, hein, il faut aussi dire. Oui. Voilà, il a été aussi refusé par Lyon, mais il avait trouvé refuge en Espagne où on développait peut-être les joueurs avec une intelligence de jeu, etc. Yacine.
Et ensuite, on passera à l'équipe réserve qui a été exprimée. Parce que je sais, hein, le sujet n'est pas sur comment faire partie. On déborde un peu, je sais. Hein, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais on avancera un peu après. Vas-y, Yacine. En fait, juste rapidement, pour rebondir sur Lyon, en fait, Lyon a une force, c'est qu'ils font évoluer un modèle qui fonctionne. Et ça, c'est une grande force. Parce qu'on a l'habitude de, quand ça marche, faut rester là-dessus. Finalement, quand ça marche plus, c'est là qu'on commence à réfléchir. Eux, ils font évoluer un modèle qui fonctionne déjà. La deuxième chose, c'est qu'on en revient à ce qu'on avait dit, Thibaut, dans l'émission au Club des 5. En fait, le problème de la France, l'intellectualisation du football, à savoir qu'on considère que le foot, c'est que le terrain. Et on oublie tout ce qui va autour dans la mentalité d'un club. Quand on joue à Rennes, on ne joue pas à Bastia et on ne joue pas à Nice. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et pourtant, ça ne veut pas dire que je ne dois pas, si je suis à Rennes, m'inspirer de certaines choses que fait Nice. Mais Rennes, c'est pas Nice et c'est pas Bastia. Donc en fait, cette intellectualisation qu'on rejette en France, entre guillemets, et le symbole pour moi, c'est Reynald Denouek, c'est-à-dire que pour moi, c'est le DTN qu'aurait dû avoir la France dans la réflexion football. Denouek, je rappelle, hein, juste je rappelle que Denouek il m'a dit lui-même, se faisait insulter quand il allait à la DTN, insulter, ce sont ses mots, je me faisais insulter à la DTN par Aimé Jacquet et Hidalgo encore à l'époque, en disant tu nous fais chier Reynald avec tes jeux, tu nous fais chier avec votre mentalité de Nantais. Voilà, il me l'a dit comme ça, hein, juste pour. Voilà. En fait, on se prive de ça parce qu'en France, on a une vision restrictive donnée à la base par la DTN, il faudrait refaire l'histoire, mais voilà, le foot appartient aux footballeurs et au terrain. Voilà, et ça s'arrête là. C'est un problème dans notre évolution. Encore une fois, on a des bons joueurs, on forme des bons joueurs. On devrait et on pourrait faire 10 fois mieux. Dans sa politique de formation, c'est ce que je voulais parler durant cette deuxième partie, une autre décision est intervenue le 24 mai dernier, en 2019. C'est le PSG qui a décidé de supprimer son équipe réserve, qui évoluait en National 2, l'équivalent de la 4e division. C'est un choix à l'époque d'Antero Henrique qui souhaitait qu'elle puisse progresser dans la hiérarchie des championnats et pouvoir évoluer jusqu'en Ligue 2. Le communiqué du PSG avait dit, dans le cadre de la restructuration de sa politique de formation, le PSG a acté le choix de mettre un terme aux activités de son groupe élite engagé jusqu'à cette saison en de National 2. Maintenu de justesse à une journée de la fin, la réserve parisienne, je cite, n'offrait plus les conditions souhaitables pour le développement de ces jeunes talents. Jean-Michel, est-ce que tu penses que c'est une bonne ou mauvaise idée d'avoir supprimé cette équipe réserve et du coup, le fait d'avoir des joueurs qui, de U19, passent directement à l'effectif pro, on l'a vu avec des joueurs... ou qui partent. Voilà, effectivement, ou qui partent. Et on a vu avec certains joueurs, je pense à Timothée Pembele, le capitaine des U19, ou Arnaud Kalimuendo qui a fait les matchs de préparation avec le Paris Saint-Germain, qui a fini par être prêté à Lens. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, c'était une bonne ou une mauvaise idée, la suppression de l'équipe réserve ? Déjà, pour en revenir au communiqué, il est vague, quoi. Quand il dit ça n'offrait plus toutes les conditions au fait de garder cette catégorie, il faut savoir quelles conditions. Déjà, on espérait, parce que moi, j'y ai joué dans ces équipes très longtemps. Ça ne m'a apporté que du bien. Déjà, du temps. En premier lieu, ça a amené du temps aussi à mes divers éducateurs, puisqu'on parlait de cette notion de temps. Quand je dis du temps pour moi, c'est parce que toutes les saisons ne sont pas linéaires. En tout cas, pour ma part, ça n'a pas été comme ça. Il y avait certes cette envie de progresser, cette envie de travailler, mais j'ai été sujet à beaucoup de blessures, donc ça m'a amené du temps. Et derrière, là où moi j'aurais gardé cette équipe, c'est que je pense que le crack qui est prêt à jouer très tôt, il n'y a jamais de problème. D'ailleurs, même quand tu gardes cette équipe, quand le crack est là, où il s'entraîne tous les jours chez les pros, où il joue. Donc le fait que cette équipe soit là, ça ne lui pose pas un vrai problème. Le problème se situe plus pour tous les joueurs qui sont encore en développement. Peu importe où, que ce soit sur le plan athlétique, sur le plan technique, sur le plan de la réflexion du jeu, sur le plan de la prise de décision aussi, parce que tu as aussi beaucoup de problèmes avec des joueurs qui sont très talentueux, mais sur cette prise de décision, sur cette maîtrise de l'espace, vont avoir de gros problèmes, donc ont besoin aussi de pallier à aller chercher, et puis aussi sur ce rapport de force au monde adulte. Là, tu joues avec certes, tu as une adversité qui est faite pas de joueurs avec la qualité intrinsèque que tu peux avoir, collectivement ou individuellement, mais avec des adultes où c'est pas du tout pareil. Donc concrètement, tu vas galérer 6 mois, 8 mois, mais derrière, moi, ça m'a été profitable. Et ça a été profitable à beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué. Je prends l'exemple souvent de Mounir Obadi, qui a joué à Monaco, qui a joué au Chievo Vérone, international marocain, qui était un joueur de très grande qualité dans notre équipe, mais qui avait ce blocage sur le plan mental, sur le plan athlétique,
sur le plan aussi de la prise de décision, parce que c'était un joueur avec beaucoup de qualités techniques, mais sur la prise de décision qui avait beaucoup de soucis. Et quand je parlais tout à l'heure de maîtrise des émotions, lui, c'était l'exemple typique. Parce que dès qu'on s'entraînait chez les pros, il perdait tous ses moyens. Aucune envie de jouer vers l'avant, aucune envie de prendre des décisions. Et il lui a fallu, lui, passer ses paliers, aller chercher des saisons en CFA. Bon, lui, il est passé par le National, par la Ligue 2, pour devenir un joueur d'une équipe très importante avec l'AS Monaco au final, parce que rien n'a été simple. Mais c'est un palier, c'est du temps que tu te donnes encore. Et encore une fois, pour le joueur de grande qualité qui est prêt à jouer tout de suite, je parle je sais pas, de Rabiot, de Kipembe, il va jouer de toute façon en équipe première. Et ça sera une passerelle très très rapide si lui a déjà passé les différents paliers. Mais tu as toute une catégorie de joueurs que tu souhaites développer, où là tu arrives très rapidement à un plafond de verre que tu t'es proposé, puisque tu as enlevé une équipe qui t'a amené sur une première étape de l'âge adulte en coupant après cette année en 19 ans. Est-ce que, Yacine, c'est une erreur d'avoir justement supprimé ce palier dont parlait Jean-Michel pour les jeunes joueurs qui sont encore en U19? Alors, moi, je vais dire pourquoi. Pour moi, c'est pas une erreur forcément. Je comprends ce que dit Jean-Michel en fait par rapport à sa période à lui. À savoir, par exemple, que moi j'ai 44 ans, donc moi j'ai connu les joueurs qui jouaient pas ou qui revenaient de blessure, qui allaient jouer avec la réserve. Mais il y a quand même maintenant pratiquement 10 ans que les vrais pros, ne vont plus avec la réserve du tout. Même en revenant de blessure, ils font plus ce passage-là. La deuxième chose, c'est que pour moi, il y a deux choses. La première, c'est le statut du joueur, en fait. Et on voit, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de réserves pro qui descendent carrément en National 3, voire parfois en R1, donc ex-DH. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les jeunes ont malheureusement déjà un statut. On parle de certains jeunes comme s'ils avaient déjà 100 matchs de Ligue 1. Il y a des noms qui reviennent tout le temps dans la presse. On a l'impression que le mec, ça fait 3 ans qu'il est professionnel. Il n'a pas une minute de jeu en professionnel. Et en fait, ces jeunes-là, pour avoir vu des matchs, ils n'ont jamais le bon comportement avec la réserve aujourd'hui parce qu'en fait, ils sont déjà ailleurs. Soit ils sont partis, soit ils pensent qu'ils méritent mieux. Mais en fait, ils ne peuvent plus avoir la bonne attitude avec la réserve. Et on le voit, le PSG qui finit, en plus moi je l'ai bien connu parce que j'étais à Chartres à l'époque, donc c'était dans la poule du PSG, le PSG qui finit juste à se sauver à la dernière journée, la fameuse saison de 2018-2019 en National 2, pour avoir vu les matchs du PSG en réserve, on sent bien que les gamins, ils n'ont pas envie de se blesser. Il y a plus important parce qu'ils sont déjà dans la recherche du club de l'année prochaine. Bon, c'est un match, il faut le faire. Mais si on leur disait tu restes à la maison, franchement, je pense qu'ils diraient il n'y a pas de problème. Et en fait, je pense que c'est plus là. Je comprends la réflexion de dire c'est très bien dans la formation parce qu'effectivement, tu joues des adultes. Je peux te dire que quand tu vas à Mantes-la-Jolie ou quand tu vas à Poissy, quand tu vas à Passy-sur-Eure, effectivement, quand tu as 17-18 ans, c'est très formateur. Mais l'attitude globale du joueur aujourd'hui ne permet plus ça. Il n'est plus dans cette progression. Donc, est-ce que ce n'est pas dans la perception du statut de base qu'il y a un problème? Parce que si ces joueurs-là ont un statut, la problématique, elle est bien en amont de la catégorie où ils vont jouer. On le voit aujourd'hui, par exemple, sur des matchs de Youth League. Aujourd'hui, la Youth League, tu pourrais dire que c'est une Coupe d'Europe pour leur. Mais tu as aussi des matchs où c'est pas du je m'en foutisme, mais ils sont déjà sur autre chose. Donc cette impatience, elle est déjà présente et peu importe, je pense, parce qu'à ce rythme-là, on peut enlever aussi les 19 ans aussi. Ils sont impatients à 17 ans aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'explique qu'en fait, c'est pas forcément une erreur. Quelque part, elle ne servait pas à grand-chose, cette équipe, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe chez les jeunes. Encore une fois, si tu es dans cette progression de dire ça va m'apporter parce que je joue des adultes, etc., il n'y a pas de problème. Si c'est pour dire je suis obligé d'aller jouer, je vais jouer. Franchement, le PSG avec l'équipe qu'ils alignent en 2018-2019, finir 13e sur 16 en N2, c'est que les joueurs, ils n'ont pas franchement forcé, quoi. Donc, oui, non, clairement. Mais est-ce que tu as pas ce même problème-là aujourd'hui à terme, si on continue dans cette logique, à terme en 19 ans aussi? Parce qu'aujourd'hui, regarde, tu as des jeunes de 17 ans qui vont te dire. En fait, à partir du moment où tu peux signer pro, ça deviendra un problème. C'est un problème. Pour moi, c'est un véritable problème. Thibaut, par rapport à tout ça dont parlaient Jean-Michel et Yacine sur l'équipe réserve, même sur les jeunes au PSG, est-ce que l'environnement médiatique autour d'un club très explosé comme le PSG, c'est aussi un obstacle pour le développement de jeunes joueurs? Est-ce que, par exemple, même pour les pressions, de dire
faut déjà que je joue dans un autre club la saison prochaine. Je sais que je suis regardé parce que je joue avec la réserve du Paris Saint-Germain et ça conditionne aussi les joueurs dans leur façon de jouer sur le terrain. Bien sûr, mais j'ai envie de te dire, un joueur qui se comporte mal en CFA ou en réserve, ce ne sera pas un joueur intéressant à faire progresser. C'est justement un critère de sélection parmi d'autres. Quand tu as la chance d'avoir de la profusion et quand tu as la chance d'avoir beaucoup de talent à disposition et que tu as une politique de formation cohérente avec des principes, avec des valeurs, ça va très vite. Tu es la réserve ou tu n'es pas de réserve, ça ne change pas grand-chose en fait. Le problème, c'est que quand tu te concentres effectivement sur la question purement des résultats et que tu te concentres exclusivement sur des qualités techniques, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu te retrouves à t'intéresser à des choses qui sont secondaires en fait. Et effectivement, la question de la CFA, ça peut poser un problème, ça peut effectivement être très formateur pour des jeunes. Alors là, moi je parle plutôt aux éducateurs, c'est vous qui êtes les spécialistes de cette question-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'attitude d'un gamin, si elle n'est pas bonne en CFA, elle ne sera pas bonne en pro non plus. Et que ce qu'on attend d'un joueur, c'est qu'il se donne, qu'il apprenne à se gérer, et qu'il apprenne à être autonome, et qu'il apprenne à répondre à la contrainte qui lui est proposée. Et donc effectivement, si ça devient contre-productif, c'est logique qu'on s'en serve, mais si c'est simplement une manière de rationaliser les coûts et d'éviter les coûts dans tous les sens du terme, j'ai envie de te dire, les coûts économiques, mais aussi de ne pas trop prendre de coûts pour ne pas abîmer trop nos joueurs pour qu'on puisse les vendre, bah, ce n'est pas forcément non plus la meilleure méthode. Le tout est toujours de trouver cette cohérence qui permettrait, à partir de ce langage, à partir de ces concepts communs, de prendre des décisions fondées en raison, fondées en fonction de notre projet, et pas simplement de calculs épisodiques, provisoires, sur du court terme, quoi. Et c'est à ça que ça sert, les cellules de réflexion, les cellules de méthode, ça sert à être capable de fixer un cap et dans des cas particuliers, être capable de trancher. Voilà, de trancher rapidement, sans se prendre la tête pendant des plombs, voilà, en prenant des décisions, mais sur des bases qui soient des bases saines, et pas des bases purement liées à l'urgence politique ou économique. En fait, c'est des choix par défaut, quoi. Voilà, des choix par défaut. Ouais, par défaut. Et qui est un mauvais critère. C'est un critère, la contrainte du moment, mais ce n'est pas, à mon avis, le meilleur critère, en tout cas, sur le long terme. Exactement. Passons à la dernière partie de cette deuxième partie sur le PSG, sur son information, alors, je ne sais pas si on a une réponse définitive, mais est-ce que vous croyez en Leonardo pour être l'homme de la situation, pour réformer et utiliser de manière intelligente le centre de formation? Jean-Michel, je me tourne vers toi parce qu'il y a eu des épisodes récents cet été avec Tanguy Kouassi qui est parti, qui a préféré signer au Bayern Munich, qui avait joué avec les pros une vingtaine de matchs, qui avait joué en Ligue des Champions. Il y a le cas aussi d'Adil Aouchiche, mais à une moins grande échelle parce qu'il avait fait une apparition seulement en Ligue 1. Comment gérer justement, faire que cette passerelle entre les équipes jeunes et le PSG se passe bien, de réussir à garder tes joueurs? On le sait, hein, il y a aussi une concurrence déloyale avec les clubs à l'étranger qui peuvent recruter des joueurs rapidement, qui sont pas obligés ils ont une prime de formation, c'est ça Yacine, qui est moins importante quand ils les font signer dans les clubs ailleurs, à l'étranger. On l'a vu notamment avec Tanguy Kouassi au Bayern Munich. Comment faire, toi, Jean-Michel? Ils peuvent les faire signer 5 ans aussi. Ce qui est voilà. Et en France, c'est 2 ans, alors que les clubs étrangers peuvent leur faire signer un contrat de 5 ans. Comment gérer justement tout ça, arriver à faire monter des jeunes joueurs que tu veux former, intégrer dans l'équipe pro, mais en même temps faire face à la concurrence des clubs étrangers, comme il y a eu le cas cet été avec Tanguy Kouassi? Le paramètre déjà de la situation contractuelle est important. D'ailleurs, Leonardo y a fait référence sur les barrières qui lui étaient proposées en France dans la concurrence qu'il avait avec les clubs étrangers. Et puis après, on parlait de projection, de projet que tu proposes aux garçons. Tu vas voir très vite s'il est lui aussi en relation avec ce que tu dis. On parle souvent de la place qu'on fait aux jeunes. Tu donnais l'exemple de Kouassi. On lui a fait de la place parce qu'il a joué 20 matchs, il a découvert la Coupe d'Europe. Ensuite, on me dit derrière, oui, il faut promettre aussi. Non, on ne promet jamais rien dans le football. Ce qui promet aussi, c'est ce que tu deviens en tant qu'homme et sur le rectangle vert à terme, comment tu matérialises tout ça. Moi, j'ai eu des entraîneurs qui ont promis des choses dans des vestiaires, c'était les plus grands menteurs. Et le jour où tu t'en aperçois, c'est une bombe dans le vestiaire. Donc, tu ne peux pas promettre comme ça. Pour un joueur comme Aouchiche, c'est un peu différent parce qu'il avait un peu moins joué en Ligue 1 et lui, il a fait le choix clairement d'un temps de jeu bien plus régulier. Je parlais tout à l'heure de choisir le coach avec le Puel et les Saint-Etienne, de jouer tous les week-ends, de ne pas être considéré dans cette rotation. Alors certes, il y a eu de l'impatience, mais il y a aussi eu de la cohérence dans sa réflexion parce que là, il va avec un coach qui
qui lui donne le temps de jeu nécessaire tous les week-ends, avec une équipe jeune, avec une équipe qui lui ressemble en tout cas au moment où on parle. Après, c'est vraiment un vaste sujet. Hein. C'est pas simple, et d'ailleurs, c'est pas que Leonardo qui est sujet à ça, hein, au fait de comment faire en sorte de garder un joueur qui a de grandes qualités et de l'associer au projet de l'équipe première avec le temps de jeu, parce que le temps de jeu, beaucoup de clubs sont prêts à donner du temps de jeu à leurs jeunes de qualité. Encore, faut-il que dans l'autre sens, ce temps de jeu soit jugé à la hauteur de ses espérances. Moi, ce qui me chagrine plus, c'est pas sur les joueurs aujourd'hui, c'est que tu vois, par exemple, au PSG, dans son histoire, quand tu vois un joueur comme Nicolas Anelka qui n'a pas vécu ses meilleures heures sous notre maillot, c'est ça qui me chagrine plus, parce que tu vois pas ça au Real avec Raoul, tu vois pas ça au Bayern avec Thomas Müller ou Schweinsteiger, tu vois pas ça à Manchester avec Giggs, Scholes et Beckham, même si encore une fois, je conçois tout à fait qu'on parle d'une autre période et que le football est en perpétuel mouvement, donc il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de se projeter, mais à la décharge de Leonardo, c'est pas simple, hein. C'est pas une tâche très simple de pouvoir vendre ton projet. Hein. T'es le PSG, c'est très bien, t'as de grands joueurs, t'as de grands objectifs. Et très honnêtement, moi si j'étais à sa place, un joueur à qui on a donné 20 matchs, à qui il y a une vraie place, parce qu'il y a des départs aussi, donc il y a une vraie place qui peut éventuellement se proposer à lui en termes de temps de jeu, je vois pas ce qu'il peut lui proposer de plus. Ouais. C'est pas un joueur qui aurait été au SMIC l'année prochaine. Ce qu'il faudrait savoir, c'est ce qu'on lui a proposé en termes de projet du côté du Bayern Munich. On parle de Kouassi. Mais en ce qui concerne Leonardo, sur ce qu'il a fait là sur les deux dossiers, il a été faire ce qu'il avait à faire. Yacine, c'est vrai qu'en plus, il y a la relation avec l'entraîneur, avec Thomas Tuchel, parce que Thomas Tuchel a fait jouer certes certains jeunes. Je pense à Moussa Diaby, par exemple, qui est parti aussi en Allemagne du côté du Bayer Leverkusen. Mais est-ce que toutes les conditions sont faites pour que les joueurs arrivent dans les bonnes conditions quand ils arrivent en équipe première? On l'a vu avec Arnaud Kalimuendo, qui avait disputé, pour prendre un exemple récent, qui avait disputé le match contre Lens, à l'époque où, là, au début de saison, le PSG manquait beaucoup de joueurs, il y avait des suspendus, il y en a qui revenaient petit à petit, qui revenaient de blessures. Et finalement, il a fini par être prêté. On a pris Moiskin, un jeune, Kalimuendo, certes, il a moins de références au niveau que Moiskin, mais voilà, on a changé un jeune pour un jeune, et on n'a pas fait confiance à quelqu'un qui sort de son centre de formation. Comment faire justement tout ça avec la relation en plus entre Leonardo et Tourelle, qui n'est pas simple? Alors, juste pour répondre un peu à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, quand on dit ça, les gens te disent « Ah ouais, mais ça se voit tout de suite, par exemple, que Ansu Fati, c'est un phénomène, etc. » Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'on voit des qualités à un joueur, mais un joueur, il y a des joueurs qu'on considère moyens en U19, et son premier match en pro, c'est une révélation. Parce que l'environnement, les joueurs avec qui il est, etc. Et t'en as d'autres qui explosent tout en U19, et qui arrivent là-haut, ils peuvent plus. Le foot, c'est pas juste ça, quoi. Donc, en fait, personne n'a de certitude sur savoir ce que Kalimuendo aurait donné au PSG. Moi, je considère qu'en fait, il y a un élément essentiel. C'est la construction du groupe professionnel. À savoir qu'aujourd'hui, il faut tourner à 25-26 joueurs. Et moi, je pense que les groupes doivent être composés d'une 18-19 joueurs confirmés et 4 ou 5 de ton centre qui doivent t'aider dans la rotation, etc. Après, il y a deux choses, les éléments. C'est l'entraîneur qui doit avoir assez de recul pour analyser la performance d'un jeune. C'est-à-dire que quand tu lances Kalimuendo, par exemple, évidemment, tu ne lui demandes pas ce que va faire Neymar ou Mbappé. C'est logique. Donc, si toi, tu le tues en disant « il n'a pas apporté ce que j'attendais de lui dès le premier match », c'est l'entraîneur qui est un peu coupable aussi de ne plus revoir le joueur. Il doit être capable de se dire « bah oui, c'est normal, il est aussi en phase d'apprentissage ». Et la deuxième chose, c'est que il faut les mettre dans des bonnes conditions. Oui, Kalimuendo et Kais Ruiz jouent à Lens. Avec qui? Comment? Dans quelles conditions? Maintenant, si tu lances Kalimuendo demain contre Dijon avec l'équipe type et t'enlèves juste Icardi que tu mets sur le banc et tu mets Kalimuendo, peut-être que c'est pas le même Kalimuendo. Donc, oui, un jeune, tu ne le lances pas comme ça. Regardez, juste à Lyon, encore une fois. Mais par exemple, Cherki, le premier match où il est lancé, où Lyon est plutôt bien, c'était à Nantes, et il brille. Depuis, il a du mal à s'installer parce qu'il y a un contexte. À 16 ans, on ne peut pas être un joueur confirmé avec des certitudes, avec un caractère et tout ce qu'on veut qui va autour du football aussi fort qu'un mec de 26 ans. Donc après, c'est à l'entraîneur de prendre ce recul. Et la médiatisation au PSG, elle a un problème parce que on parlait d'Mbesso régulièrement dans les podcasts. Voilà, il joue pas à son poste, il joue un match, Paris perd.
et c'est sur lui qu'on tombe et on le revoit plus. Alors, c'était l'année dernière contre Reims où il avait été poste d'arrière droit dans une équipe bis et au final tout le monde lui était un peu tombé dessus parce qu'il était sur le but. Est-ce que c'est pas le rôle de l'entraîneur de dire je l'ai mis pas à son poste, l'équipe avait complètement tourné parce qu'il y avait un match important 3 jours après, tu peux pas le tuer là-dessus. Voilà, c'est aussi l'attitude du club et de l'entraîneur. Avant que je vienne voir Thibaut, Jean-Michel, tu voulais réagir rapidement? Oui, c'est pour ça que l'environnement est très important. Quand Yacine parlait de contexte, l'environnement qui est propice derrière à aller chercher la performance. Là, je vois aujourd'hui, par exemple, quand on parle de Kalumendo, qui est un jeune joueur, qu'on va encore aller polir, développer. C'est bien pour ça aussi qu'il va aller chercher beaucoup de temps de jeu aussi du côté de Lens. En tout cas, c'est ce qu'on va lui souhaiter. Mais quand on le compare à Moïse Kean, ils sont pas au même point tous les deux. On parlait tout à l'heure de statuts qui n'ont pas lieu d'être. Moïse Kean, c'est un garçon qui a déjà évolué en A avec les Italiens, qui a joué avec la Juve, qui a eu un prêt un peu plus difficile en première ligue du côté d'Everton. Ils n'en sont pas au même statut tous les deux. On confond très souvent en France l'âge et le vécu d'un joueur. Kylian Mbappé a 21 ans, mais il n'a pas le même vécu que beaucoup qui ont le même âge. Dans le développement, dans la maîtrise des émotions, dans la maîtrise aussi d'un événement, ce n'est pas du tout la même chose. On ne leur demande pas du tout la même chose. Le degré d'exigence n'est pas ou ne doit pas être le même. Donc, toujours dans cette construction d'effectifs, quand je parlais de place qu'on est prêt à accorder aux joueurs et à la place qu'il est prêt aussi à accepter, l'un ne va pas sans l'autre, c'est pas toujours aussi toujours évident. D'où l'importance, à mon sens, de l'honnêteté de l'entraîneur avec qui tu es là tous les jours. Moi, si je prends mon cas, je dis pas que j'ai eu les meilleurs entraîneurs du monde, mais j'ai eu pas mal d'entraîneurs qui étaient honnêtes. Le mec qui n'a pas peur de venir et de te dire, écoute, tu es en dessous des deux autres, tu es un joueur qui peut jouer au niveau professionnel, mais tu ne joueras que quand les deux autres auront un souci ou j'aurai besoin de faire souffler. Tu prends ou tu prends pas, mais tu sais où tu vas. Il ne faut pas mentir aux joueurs. Et quand tu lui mens, à un moment donné, d'une, ça se retourne contre toi, et derrière, c'est contre-productif également pour lui aussi. Donc c'est pour ça aussi que si tu n'es pas prêt à lui promettre, enfin pas à lui promettre, mais si tu n'es pas prêt à lui donner le temps de jeu qu'il souhaite, il faut le laisser aller prendre le temps de jeu où il peut. Et c'est le cas en l'occurrence à Lens, où il va avoir un entraîneur qui travaille bien, qui va aider aussi quelque part à son développement, et puis on espère qu'il sera un joueur encore un peu plus consistant à son retour à Paris. Mais évidemment, je ne les comparais pas. Je ne disais pas que Moïse Kean. Non, je ne parlais pas de toi, mais c'est souvent quand Moïse Kean est arrivé. On prend un jeune joueur alors qu'on a prêté. Oui, ce ne sont pas tout à fait les mêmes jeunes joueurs. Sinon, ce serait bien trop simple, quoi. Leonardo n'est pas plus fou qu'un autre. Si c'était tout à fait les mêmes joueurs, il aurait gardé ce qu'il avait, surtout avec aujourd'hui ce qu'on sait du fair play financier, etc. pour le Paris Saint-Germain, il n'est pas fou. Il n'aurait pas été chercher un autre joueur s'il avait exactement le même joueur avec le même statut dans son club. Effectivement. Et Thibaut, se rajoute à ça aussi la pression du résultat. On en parlait pour les équipes, les éducateurs dans les équipes jeunes, mais aussi de Thomas Tuchel pour parler du Paris Saint-Germain, qui doit avoir des résultats chaque saison, qui doit gagner des trophées. Et l'incorporation des jeunes rentre aussi en compte dans le fait de se dire est-ce que si je fais jouer un jeune et qui fait un mauvais match et que je perds le match, ça va être de ma faute, alors que si je mets un mec qui a de l'expérience, qui a des références, par exemple mettre un Sarabia plutôt qu'un Kyle Ruiz, par exemple, je ne sais pas, je me conforte dans ma position de me dire que au moins j'ai assuré le résultat, mais peut-être au détriment de la progression du jeune que j'ai dans mon groupe. C'est une dialectique qui arrive dans tous les grands clubs. On parle souvent de Barcelone. Barcelone a exactement le même problème. Est-ce que être un grand club, est-ce avoir de brillants résultats et des joueurs, des stars mondiales qui évoluent chez moi? Auquel cas, je me gagne toute la presse, je me gagne beaucoup de monde. Mais ça se fait au détriment de quelqu'un. À la place de qui on le fait jouer, cette star-là. Et en même temps, je suis un grand club, donc je dois avoir un grand centre de formation. C'est une question politique. C'est une question de prise de décision, d'arbitrage. Il faut que la direction vienne d'en haut, qu'elle ne peut pas être le fruit simplement de gens isolés, d'un directeur de centre de formation. Il faut que ça vienne du président. À Lyon, ça fonctionne parce que pour l'instant, le président Aulas est quelqu'un qui accorde la place à ces problématiques-là, jusqu'à prendre des décisions qui parfois sont difficiles à comprendre. L'affaire de Rudy Garcia a été difficile à comprendre, mais précisément Rudy Garcia est là parce que lui, il a laissé une place aux salariés du club, aux gens qui étaient là, aux prochains
aux jeunes aussi, aux jeunes joueurs qui arrivaient. Donc, c'est aussi un critère de choix dans le recrutement de l'entraîneur, de savoir si l'entraîneur a vraiment de bonne foi, au risque parfois de l'incompréhension de l'extérieur. Et ça, c'est un vrai problème parce que il faut que le président il soit suffisamment sûr de lui-même et de son choix pour être capable d'imposer un choix qui peut sembler à l'extérieur très difficile à comprendre. Aulas peut le faire parce qu'il a 20 ans de boîte et qu'il a plus rien à prouver sur l'OL, mais regardez la difficulté qu'il a à le faire. Imaginez quand c'est dans un club comme Paris, ça demande d'avoir beaucoup de courage d'un point de vue politique et ça demande surtout une certaine conséquence dans ta manière de décider. C'est-à-dire que si tu décides un jour que tu dois laisser la place aux jeunes, tu laisses la place aux jeunes et tu ne recrutes pas une star mondiale qui te permettra d'acheter la paix sociale pendant 2 mois de mercato. Voilà. C'est un vrai problème. Je n'ai pas de solution. Moi, ce qui m'interpelle à Paris, c'est le statut un peu paradoxal des jeunes joueurs, des joueurs formés au club, avec qui on est beaucoup plus exigeant. On leur adresse beaucoup plus de reproches qu'aux stars qui sont recrutés ou qu'aux gens de l'extérieur. Et ça, c'est peut-être un truc proche à Paris, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'exigences à l'égard de ceux qui sont formés au club qu'ailleurs. C'est pas le cas à Lyon. À Lyon, on a beaucoup plus d'indulgence. Ça, c'est tout le temps. Dans tous les clubs, c'est comme ça. Hein. On a beaucoup plus d'indulgence avec les joueurs formés au club, au point que même à Barcelone, ça a été l'objet de conflits entre les joueurs et on considérait que les Catalans étaient favorisés en fait par rapport aux autres parce qu'ils avaient l'indulgence du public, toujours. À Paris, c'est pas le cas. Donc ça, c'est aussi un autre problème, c'est qu'on est peut-être un peu trop exigeant. Quand je vois la gestion du cas Rabiot est assez intéressante sur ce point. Adrien et puis même Presnel, hein, on parlait d'environnement, de direction aussi, capable parfois de prendre les décisions en gardant certes en tête qu'il y aura des conséquences, mais être prêt à les assumer. Rappelez-vous du dilemme qui avait été proposé à Unai Emery lors de la remontada au Camp Nou. Presco avait fait un très très bon match à l'aller. Et derrière, il y a ce choix. Alors certes, le choix qui est régi aussi par d'autres choses, parce que là, c'est à la place d'un leader, etc. Et que derrière, peut-être que s'acheter la paix aussi, c'est bien. Mais je vous rejoins carrément sur le degré d'exigence qui est réel, parce que ça ne date pas, ça n'est pas seulement lorsqu'on est en pro, même en jeune, c'est un peu pareil, qui est réel. Et parfois, ce décalage que tu peux avoir entre le jeune joueur qui est là et qui a l'impression qu'on lui pardonne à rien du tout ou très peu, et le joueur à statut qui a été acheté très cher. Donc qui dit somme investie importante dit qu'il y a un statut important et donc derrière aussi un degré d'exigence qui devrait être plus important et à qui on pourrait passer certaines choses. Là, je vous rejoins là-dessus. Ouais. Yacine, je te laisserai conclure. C'est vrai que sur ce degré d'exigence et l'exposition d'un club comme le Paris Saint-Germain, c'est vrai que ça peut flinguer certains jeunes qui ne sont pas préparés à ce degré d'exigence. Ouais, mais ça, c'est historique au PSG. Moi, je me rappelle d'un match à Auxerre à l'époque de Luis Fernandez où il avait fait jouer Pardeillan, je crois, latéral. Cédric. Il a disparu de la circulation. Voilà, c'est le PSG. Ouais, j'ai l'image, il y avait Maxime Partouche qui était rentré en Coupe de France, qui est pareil, n'est jamais revenu. On avait dit, c'est le nouveau phénomène de la formation de PSG, et puis on ne l'a jamais revu. C'est un exemple qui me vient comme ça. Mais... Voilà, et c'est vrai que c'est le PSG. Voilà, je ne peux pas l'expliquer non plus. Mais le dernier exemple en date qu'on a cité, Mbesso, c'est-à-dire que quand on allait sur les réseaux sociaux, je veux dire, les gens l'ont fracassé. Sans se rendre compte qu'il avait que 18 ans, sans se rendre compte qu'il jouait pas à son poste, que c'était son premier match, qu'il jouait dans une équipe qui était en rotation, enfin bref, et c'est sur lui que c'est tombé, alors que ce jour-là, tu as quand même sur le terrain des Draxler et compagnie, ils n'ont rien fait de plus que lui. Voilà, c'est le PSG, et en fait, c'est paradoxal aussi, parce que en fait, on veut toujours les fameux Titi. Voilà, on nous dit, on n'a pas assez de joueurs formés au club, mais par contre, dès qu'on en met un, on est les premiers à les fracasser. Tu vois, c'est quand même l'ambiguïté de Paris aussi, quoi. Oui, on en parlait lors des précédents podcasts, c'est-à-dire de dire qu'on ne fait jamais jouer les jeunes, et puis dès que Caio ou que les moyens de jouer, on dit mais c'est pour ça que le PSG part en début de saison, ils n'ont pas le niveau, etc. Mais si tu les fais jamais jouer, c'est sûr que tu n'es pas prêt de les voir éclore ou alors progresser en tout cas. Bon, c'est un sujet vaste et complexe, mais qu'on a essayé de décrypter et de vulgariser au maximum aujourd'hui. Je voulais vous remercier, Jean-Michel, Thibaut et Yacine, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler de cette thématique du recrutement et de la formation en Ile-de-France et au Paris Saint-Germain. On a fait 1h50, je crois, de podcast. On a dépassé un petit peu, mais bon, voilà, c'est pas grave. Il y avait des avis très pertinents et très intéressants. Donc, j'espère que ça vous plaît. Partagez-le, likez la vidéo.
parlez-en autour de vous parce que c'est un sujet très très important et on en a souvent entendu parler. C'était un sujet qu'on voulait qu'on développe dans le podcast sur Paris United. C'est chose faite maintenant, donc voilà. J'espère que ça vous plaira et puis on se dit rendez-vous au prochain podcast. Ça sera débrief de Paris Saint-Germain Nîmes, vendredi soir. Et on débriefera le match la semaine prochaine évidemment dans le podcast. Je voulais vous remercier encore une fois. C'était très les échanges très intéressants. Merci Hugo. Merci à toi. Merci à vous. On se dit à bientôt. Salut à tous. Ciao. Ciao. Ciao.